C'est bon ? On est à l'antenne, c'est bon, merci beaucoup. Donc, Bulle de rêve, merci beaucoup. Ariel, merci, évidemment, présent. Nicolas, c'est bien normal, est en vacances, il en profite et il a bien raison. Bulle de rêve, le retour, ça fait un peu plus d'un mois qu'on n'était pas là. On a commencé avec Le Mépris, la musique de Georges Delerue, donc une musique évidemment très connue, reprise par John Zorn, côté beaucoup plus rock, évidemment, de la part de John Zorn. Le Mépris, qui est, on en reparlera la prochaine fois. Je voulais commencer aussi avec ça pour Le Mépris sur le cinéma indépendant, que je trouve de plus en plus important aujourd'hui. Mais j'ai décidé de ne pas râler, puisque Marie-Pauline m'a dit qu'elle râlerait. Finalement, elle râle pas, donc vous aurez une émission sans râlage, mais c'est pas très grave. Bonjour à Marie-Pauline. Bonjour Alexis. Ça fait longtemps. Pascal, bonjour. Bonjour Alexis. On fait un bisou à Nicolas et à Antoine, qui sont pas avec nous, et Antoine travaille. Nicolas aussi. Nicolas, pour les fans de Nicolas, je suis désolé, vous n'entendrez pas sa voix, je pense, avant le début de l'année prochaine. Malheureusement, il travaille beaucoup, c'est ça d'être une star. C'est comme ça. Aujourd'hui, on a plein de choses. On a vraiment une émission assez importante. On va avoir tout d'abord la présentation d'un DVD. D'un réalisateur que vous connaissez à Bulle de Rêve, si vous avez écouté, on l'a déjà eu en interview, alors malheureusement pas dans le studio, mais en tout cas des interviews faites dans les festivals. Yamamura Koji, donc notamment connu pour Atamayama, on en reparlera avec Jean-Emmanuel. On dit Papagno. Voilà, directeur éditorial et marketing aux éditions Montparnasse. J'ai regardé pour pas faire d'erreurs, surtout qu'à côté de lui, il y a quelqu'un qui ne fait jamais d'erreurs, donc ça m'aura embêté. Francis Gavel. Bonjour Francis. Bonjour Alexis Huneau. Alors Francis a écrit la partie notamment sur Yamamura, texte superbement écrit, mais ce qui ne surprendra pas les auditeurs, les auditrices, bien sûr, de Radio Libertaire, de découvrir, mais voilà. Encore une fois, je vous dis, je suis désolé Pascal, j'ai jamais lu le long texte de toi, mais s'il y a des éditeurs, des éditrices, éditez Marie-Pauline et Francis, j'allais t'appeler Fabrice, Francis, ils le méritent, ils travaillent super bien, ils écrivent vachement bien, donc il faut les deux, donc voilà, ils ont plein d'idées, en plus j'en suis persuadé, enfin donc voilà, faites-les écrire un livre, ça nous changera de certains et certaines. Alors, on aura ensuite Pascal à rencontrer avec Antoine Pataré-Aubier, pareil, qu'on connaît ici à Bulle de Rêve, déjà eu quelques fois en interview, mais là c'est pour leur dernier opus dont ils nous parleront, et tu nous en parleras un tout petit peu plus, Pascal. Ils étaient à l'Étrange Festival, et à la fin on aura une grande partie avec Gilles Cuvelier, que vous connaissez aussi, donc c'est une émission avec des gens connus. Gilles Cuvelier qui vient de terminer son nouveau film cette semaine, et donc on a fait quelque chose, voilà, vous l'écouterez. Je voulais pas forcément la passer, c'est une espèce d'entretien qu'on a fait au mois de février, il était en plein milieu, et je trouve qu'on fait toujours des making-of à la fin, et les auteurs, les autrices, voilà, on finit, mais en fait de les prendre en plein milieu de la création, et c'est pas un whip, c'est pas un work in progress comme on a en festival où c'est voilà, là j'en suis satisfait. Non, c'est juste comment il se sentait à ce moment-là, comment il avait travaillé sur ce film-là. C'est plus une discussion entre nous deux. Voilà, on a la chance, je suppose que ça vous arrive aussi peut-être de faire des belles rencontres et que ces quelques personnes parmi deviennent des amis. Donc voilà, on s'est assis autour de sa table chez lui à Lille et on a un peu discuté. Antoine, qui n'est pas là, l'a écouté, m'a dit que ça valait la peine de le passer, sinon je ne l'aurais pas forcément passé pour le faire, mais voilà. On va commencer comme on l'a fait avec des petites nouvelles, des petites news. Est-ce que vous avez des news ? Marie-Pauline, non. Vas-y, ça fait longtemps que tu n'as pas... Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à la radio. Alors moi j'ai une news qui est... une exposition, j'avais envie de vous parler d'une exposition pour changer, une exposition qui ne se tient pas à Paris, encore on change, c'est le Studio National du Fresnoy, que connaissent les amateurs de cinéma. C'est un studio, c'est une école, on peut appeler ça une école, qui est à Roubaix, et en fait la particularité de cette école, c'est qu'elle ne recrute que des gens qui sont des artistes, et qui ne viennent pas pour apprendre de la théorie, mais pour faire de la pratique. Donc c'est en 2 ans, chaque année ils produisent une œuvre qui est produite entièrement pendant le cursus, et chaque année, ils font une formidable exposition où ils présentent les œuvres de l'année écoulée. Et donc... Parce que, en fait, c'est drôle parce que Francis et moi, juste après l'émission, on va avoir le directeur du Fresnoy, justement, qui est Alain Fleischer, parce que vous éditez un coffret DVD, exactement, d'Alain Fleischer. Et donc, on peut dire aussi qu'ils ont édité un coffret DVD du Fresnoy. Exactement, c'est vrai, l'année dernière. Et ben voilà, il y a une espèce d'émulation autour du Fresnoy. Bravo, Marie-Pauline. Et c'est une école qui est absolument passionnante, moi, qui me fascine, dans tout ce qui sort. Voilà. Et j'ai eu l'occasion donc d'aller voir cette exposition, qui, cette année, s'appelle Par le rêve. Le commissaire est Olivier Caplin.
Et on peut y voir un peu de tout, hein, puisque le frénois, c'est assez hybride, c'est beaucoup tourné vers les nouvelles technologies, mais aussi vers les technologies plus traditionnelles, donc de la photo, de la pellicule, mais aussi beaucoup de numérique. Et là, j'avais envie de vous parler d'une installation en particulier qui s'appelle Heaven in Matter, hein, qui est réalisée par Emanuele Coccia, qui est un philosophe, et sur l'univers graphique de Fai Formisano. Donc, ce Heaven in Matter, c'est un peu une réflexion sur le ciel. Le philosophe nous dit que le ciel est partout. Voilà, ça part de cette idée-là. Donc, on l'entend parler et on a des images des animaux chimères, des constellations astrales. Enfin, c'est très, très beau. Et voilà, c'est une manière un peu de penser que le ciel, il n'est pas juste au-dessus de nous, mais qu'il est partout. Voilà, c'est la thèse de cette installation qui est vraiment très, très belle. Donc, c'est une grande installation ou c'est vraiment... le ciel quand tu nous parles de ça? Alors non, c'est vraiment une projection sur un écran, comme ça. Voilà. Et c'est très joli, et il y a pas mal de très belles choses, alors en rapport avec l'animation ou pas, mais on a décidé qu'on était une émission hybride et ouverte sur le monde. On va le voir encore plus tout à l'heure. Exactement, et pour voir vraiment de la production d'images sous toutes ses formes et qui réfléchit vraiment à ce que c'est qu'une image au XXIe siècle, c'est vraiment l'endroit où aller. Je vous recommande également 2 autres installations. Il y en a une qui s'appelle Monument aux arbres tombés de Gregor Bocik. Donc là, c'est vraiment une réflexion sur les arbres qu'on coupe. Donc voilà, c'est ces arbres qui sont un peu partout et qu'on coupe. Donc c'est très très beau. Je pensais que tu avais dit les arbres bretons. Et les arbres tombés, les arbres tombés. C'est les arbres tombés. Et voilà, aux arbres tombés. Et il y a un autre arbre, j'étais un peu dans un trip d'arbres, c'est l'arbre de l'oubli, Arbate Adanco, de Magali Mobetti, qui est, là, c'est une expérience en réalité augmentée. Donc avec une tablette, on regarde cet arbre. Quand on regarde l'arbre sans la tablette, il n'y a rien. Et quand on regarde avec la tablette, on voit des gens assis autour. Et on entend dans un casque des témoignages, puisque c'est une manière comment dire, de lever le voile sur les tabous liés à l'esclavage dans les familles dans les familles notamment de la réalisatrice et de ses parents, de ses voisins, etc. C'est jusqu'à quand ? C'est jusqu'à la fin de l'année, donc vous avez carrément le temps d'y aller. Paris-Lille. Il y a même des Paris-Roubaix. Il y a des Paris-Roubaix, exactement, et c'est tout près de la gare. Voilà, vous prenez un petit peu en avance et ça serait... Pascal, quelques news ? Oui, quelques petites choses. J'ai juste envie de rappeler que le film Ongaku, Notre Rock, est disponible en DVD. On en a déjà beaucoup parlé, mais j'avais envie tu as raison, de reparler. Le film est passé quand même un peu... sur les écrans, il n'a pas été vu beaucoup, donc non, tant qu'à faire, autant... C'est vraiment un film toujours iconoclaste et punk. Il y a un making-of sur la fabrication du film qui est proposé avec le coffret, et moi j'aime toujours autant ce film, cette histoire d'un groupe de rock né par le plus grand des hasards à la faveur d'une basse récupérée dans la rue. Donc c'est une réussite à la fois énergique, délicieusement indolente, avec un sens de l'animation très personnel qui ne ressemble vraiment à rien d'autre. Je trouve très original dans son graphisme, dans son ton, et avec cette bande son bruyante et électrique qu'on a envie d'écouter et réécouter encore. J'ai aussi envie de profiter de la présence de Francis pour signaler qu'il y a la soirée cinéma d'animation dans tous ses états, la Cinémathèque, qui a lieu le 15 novembre. Pas du tout. Non, je me suis Heureusement, je suis là pour les je crois l'avoir. Non, alors c'est le 22 novembre. Voilà. Et comme tu parlais de Gilles Cuvelier, ça sera aussi l'occasion de retrouver Gilles Cuvelier avec son film précédent, qui est un film autoproduit, son film de confinement, on va dire, LM2 ou LM au carré. LM au carré. LM au carré, je sais jamais. Et on aura surtout la joie d'accueillir Gilles, qui viendra exprès de Lille pour présenter le film, qui sera en début de séance. Et ça sera à 20h à la Cinémathèque française. Venez le voir, il a été montré que au Piaf. Juste avant, il n'a pas envoyé malheureusement bêtement au festival, parce qu'il l'a fait un peu pendant le confinement. Et je trouve que c'est dommage, parce que c'est un film qui est très important et qui est très intéressant dans sa filmographie, qui change un petit peu. Donc 22 novembre, de toute façon, il faut toujours aller voir les présentations de Francis Gavel. Oui, encore, il y a aussi une autre actualité liée à Koji Yamamura pour l'occasion, c'est que le musée du Quai Branly propose des films d'animation asiatiques durant tout le mois, et ce lundi 1er novembre à 11h, la boîte à Malice est l'entrée libre et gratuite. Je comprends pas, c'est par rapport à l'Expo Arts Martiaux ? Rien à voir. Parce que je comprends pas. J'essaie de me souvenir de tous les films de Yamamura, et surtout la boîte à Malice, je me disais, est-ce qu'il a fait des films d'arts martiaux ? Et s'ils se battent un moment avec la boîte. On parle jamais assez, en effet. C'est ça, on n'en parle pas assez des scènes de kung fu dans la boîte à malice.
Et enfin, je veux juste signaler aussi, il y aura le festival Kinotaio qui aura lieu du 7 au 18 décembre. Il y aura quelques films d'animation qui seront présentés, avec notamment une programmation écologie et animation. Alors, ce ne sont pas des grandes... il y aura la reprise de Wonderland, Le Royaume sans pluie de Keiichi Hara. Lettre à Momo. On en a dit beaucoup de mal ici. Hein. Excuse-moi, je sais Kinotaio, mais je me rappelle quand même que personne, moi je l'ai même pas vu, mais personne n'avait vraiment aimé. Moi non plus. D'accord, on est d'accord, ok. Pardon, c'est pas pour... Mais voilà, chacun ses goûts. Oui. Et Lettre à Momo de Hiroyuki Okura. Par contre, il y a très beau. Voilà. Enfin, moi j'aime beaucoup. Il y aura aussi les avant-premières de Poupelle de Yuzuki Hirota, et surtout le vrai coup de cœur, c'est peut-être Junkhead de Takahide Ori, qui a un point commun avec Ongaku, c'est d'avoir été tourné non pas tout seul, mais avec quasiment avec très très peu de membres dans l'équipe. Et voilà, c'était pour signaler qu'il y a beaucoup de films d'animation cette année à Kinotaio. Bravo, très bien, et allez voir Junkhead, c'est un film assez hallucinant. Oui. Je pense que voilà, c'est les deux trucs un peu tripants de ce truc, c'est Junkhead et bien sûr le film de Phil Tippett qui est assez hallucinant et qui passera aussi au Forum des images un petit peu plus tard. Donc voilà. Moi très rapidement, je voulais vous dire que peut-être entendu décidément, mais qu'est-ce qu'on parle de Francis Gavel ? Peut-être que les anges ont entendu Francis Gavel, ici les anges de l'AFCA, puisque l'AFCA a décidé de créer un dispositif qui s'appelle l'AFCA s'anime pour, qui peut nous ramener un petit peu au petit texte qu'avait fait Francis Gavel justement par rapport au long métrage il y a quelques années, qui avait été repris il y a 3 ans, voilà, enfin. Sur le label animation. Le label animation, enfin il est écouté, mais c'est comme ça, hein, tous les Messi, tous les géants sont écoutés très tard après. Donc voilà, quelques années après, il est enfin écouté. Non mais c'est bien, ça va tellement mal, c'est tellement compliqué de sortir des films d'animation, je sais pas si ça va servir à grand chose, mais c'est très bien de le faire de toute façon et d'aider dans ce dispositif-là. Je vous conseille le 4 novembre à 19h d'aller voir Alice Sae au Forum des images pour quelque chose qui s'appelle Tout Anime. C'est une réalisatrice assez passionnante. On attend qu'elle arrive sur le court-métrage, mais c'est pas grave, elle fait des très beaux clips et elle a un univers très fort, donc c'est vraiment bien. Et j'ai quand même un petit coup de gueule, allez, très rapidement. Positif, elle nous a fait un dossier animation, c'est super, on est content, on a fait un dossier animation et tout. Un monsieur qui s'appelle Bernard Génin, pour qui j'ai beaucoup de respect. Bernard Génin, et un monsieur qui est là depuis très longtemps, etc. Et puis voilà, mais c'est quelqu'un qui connaît très bien l'animation, et Bernard, je sais pas s'il nous écoute, bon, avec un peu de chance. Dans le sommaire, c'est pas grand-chose, hein, mais dans le sommaire, il y a marqué animation, entretien avec Florence Millaille, par Bernard Génin, et il y a une petite phrase, vous savez, qui est souvent mise en exergue, comme on dit et tout, et la phrase c'est « Certains plans ont demandé plus de 3 semaines de travail ». Bernard, on essaye de montrer qu'il n'y a pas que la technique dans le monde de l'animation, on essaye de montrer, et là, la seule chose qui est mise en avant, c'est de la technique, alors que le film de Florence Millaille, en plus, il y a de quoi dire. Par rapport aux migrants, par rapport à sa famille, sur des thématiques. À la décharge de Bernard, je ne pense pas que ce soit lui qui décide de ce qui est mis dans le sommaire. C'est peut-être plus probablement un secrétaire ou une secrétaire de rédaction. Alors, secrétaire de rédaction de Positif. Qui viendrait expliquer cette maladresse. C'est vraiment dommage parce qu'on essaye de se battre depuis des années et que c'est vrai que d'avoir juste ça, alors qu'à côté, évidemment, je vois mal, on ne demanderait pas à... le travelling a pris 3 jours. Oui, voilà, c'est ça qu'on demande à, comment il s'appelle, là, celui qui fait des films... Ça vomit maintenant un petit peu partout. Wes Anderson, on ne demanderait pas Wes Anderson, mais alors ce plan-là, il est quand même étonnant. Il y a combien de kilowatts au niveau des... Donc, voilà, si on veut en sortir, ça serait bien, et c'est bien que Positif, et soyons clairs, qui a toujours été, mais vraiment, mais a beaucoup aidé l'animation depuis des années, et c'est vraiment, justement, par rapport au cahier, le magazine, qui est la revue qui a mis en place ça, c'est un petit peu dommage. Ariel, on va écouter la piste 2, s'il te plaît.
Alors, pendant ce temps-là, vous savez, il y a toujours plein de choses. Il faudrait un jour qu'on mettra un truc qui a évidemment des cadeaux qui sont donnés. Enfin, c'est un petit peu exceptionnel. Alors, revenons sur ce coffret qui, selon le site d'édition Montparnasse, c'est un coffret qui sort de l'édition Montparnasse, sort le 12 novembre, et selon le site de la FNAC, sort le 22. Donc, Jean-Emmanuel, est-ce que tu peux nous dire s'il y a une date ? Alors en fait, en ce moment, on subit tous le problème des matières premières, qui n'arrivent pas, du moins c'est ce qu'on me dit quand j'appelle mes fabricants tous les matins, que je suis inquiet parce que je vois, mais il n'y a pas que Yamamura, il y en a d'autres qui n'arrivent pas. J'ai entendu l'autre fois un grand monsieur de la musique aussi en parler sur son label, qu'il avait des problèmes sur ce qu'on appelle les pressages, donc on a le même problème. Et en plus, il y a des problèmes de papier, donc tout le monde de l'édition est inquiet par rapport à ça. Et comme Koji Yamamura, il y a 44 pages de papier, voilà, ça prend du temps parce qu'on passe, certainement on est petits, nous, donc on passe après les gros. Et je désespère pas, ça va arriver là incessamment sous peu. Maintenant, c'est vrai qu'on avait annoncé une date à la FNAC. Nous, on espérait, on était un peu positif à annoncer une date un petit peu plus en amont, mais on va s'aligner à la date de la FNAC. Bon, on espère en tout cas pour Noël. Oui, c'est un bel objet. C'est un cadeau pour Noël. Donc ça serait vraiment dommage. Avant. Alors on va en parler un petit peu parce que c'est un petit peu particulier et vous allez nous en parler un peu plus en détail parce qu'en effet il y a plein de choses et il y a deux noms qu'on connaît mal, peut-être que je ne sais pas qui veut nous en parler. Il y a deux noms qu'on connaît mal qui sont Catherine Verest, je ne sais pas si je prononce bien, Hervé Tougeron, donc qu'on fait un ensemble qui s'appelle l'ensemble Skene, et qui ont décidé un petit peu déjà à la base de travailler avec sur un film qui s'appelait L'eau des rêves, qui était aussi une installation dans Water Dream avec Koji Yamamura, et là qui vont un petit peu plus loin. Déjà, est-ce qu'on parle au moins de ces deux personnes-là ? Oui, alors je vais commencer par vraiment le début. Elles connaissaient, ces deux personnes-là connaissaient Bertrand Tavernier. Et Bertrand Tavernier, on a travaillé avec lui sur la collection RKO pendant au cours des années de 2005 à 2015 à peu près. Et il a fait toutes les présentations que maintenant Francis Gavel fait sur certains de nos DVD. Donc il a remplacé Bertrand. Wow. Non, voilà. Et Bertrand Tavernier, gentiment, avant qu'il nous quitte, a proposé à Catherine Verhelst et Hervé Tougeron d'appeler les éditions Montparnasse, et c'est passé par un simple coup de fil. En fait, ça arrive souvent comme ça aussi, c'est le côté le travail qui est mis en avant, mais c'est eux qui nous appellent et qui nous ont appelés pour nous demander justement, nous présenter leur projet, nous demander si on souhaiterait l'éditer. Voilà. Alors, on va voir parce que c'est un projet qui est intéressant. L'animation aux éditions Montparnasse, il y a des choses, mais je l'ai noté quelque part, mais comme d'habitude, comme vous le voyez, mes présentations, pour ceux qui sont là, ne sont pas celles de Francis Gavel. On devrait donner 10 centimes d'euros, je sais pas quoi, à chaque fois qu'on cite Francis Gavel. L'animation des éditions Montparnasse, dans les plus connus, c'est Minuscule 1 et 2, Valse avec Bachir. Bien sûr. Le magnifique Un homme est mort. Oui. Déjà un livret déjà qui a été mis. Yobi le renard à 5 queues. Oui. Coréen, mais plus mais qui est intéressant. Différentes cibles aussi, donc voilà. Voilà. Et seulement, mais c'est intéressant, et c'était il y a longtemps, 2 DVD sur le court-métrage, La résidence du Tuzo Folle Image. Tout à fait. Et le très bel Vieil homme et la mer, et tous les autres courts-métrages de. Il y en a un qu'on voit plus, c'était Les Starevitch aussi, qu'on avait édité au cours des. Vraiment, il y a 20 ans bientôt. Donc, et qui sont partis chez ailleurs. Un autre éditeur. Voilà, exactement. Comme ici on a Radio Libertaire, on peut le dire, c'est Dorian. Parce que nous on est comme ça, on aime bien montrer à tout le monde. Non, mais c'est normal, voilà. les choses vivent. Pourquoi donc d'un seul coup l'animation, donc qui n'est pas le cœur, on va dire, de cible des Lions Montparnasse, même si on peut. Ouais. Et tu nous as déjà parlé, Francis était déjà venu nous parler des courts-métrages maintenant qui sont mis avant, on pourra en dire un petit mot après, mais voilà, pourquoi c'était... Parce qu'on a été marqué par Valse avec Bachir, parce qu'il y avait un renouveau de l'animation au moment où Valse avec Bachir est sorti. C'est vrai que moi j'ai eu la chance ailleurs de travailler sur Persepolis, mais il n'y avait pas ce côté vraiment l'originalité d'un quelque chose de... Voilà, un fait d'histoire sous forme d'animation, c'était tout nouveau. Maintenant ça s'est développé, hein. Il y en a pléthore, mais à l'époque c'était vraiment quelque chose de nouveau, et c'est vraiment rentré dans l'ADN des éditions Montparnasse. C'est quelque chose qui nous a marqué. Il y a même l'affiche en grand à l'entrée de mon bureau, et donc forcément travaillant en parallèle sur Minuscule, parce que Minuscule c'est pas 2 films, c'est aussi toute la série. C'est un projet qu'on travaille depuis 2007.
On a sorti le dernier film en 2019, donc voilà. Donc en fait, on est complètement, j'ai envie de dire, rempli d'animation, mine de rien, malgré tout, et on va quand même toujours vers des choses très intellectuelles, très auteurs, très bien écrites, et c'est là-dessus, voilà. Et donc Un homme est mort ou Rio 2096, c'est des projets que j'avais aussi dans le giron, que je suis allé chercher pour le coup, donc en plus de Valsaï Bachir. Ça a été l'envie de changer quand on passe de TF1, on est resté pendant 7 ans. Alors même si c'est tout. Même si visiblement dans TF1 il y avait la sortie de Twin Peaks, il y avait quand même des choses intéressantes. Sur laquelle j'ai travaillé, j'étais responsable des films d'auteur. Donc à TF1, ce que j'explique à mes étudiants, j'ai des étudiants de temps en temps qui me regardent, ils disent mais il a travaillé sur le Big Deal ou non, pas du tout. J'ai eu la chance de travailler sur des films d'auteur. À l'époque où TF1 était un peu joué, en effet. Et notamment Persepolis était distribué par TF1, voilà. Donc, et donc depuis 2008. Oui, aux éditions Montparnasse, avec Valsaï Bachir qui était, moi je me rappelle, j'en ai parlé en entretien. Il était sorti en salle et je savais que c'était le premier projet un peu d'envergure pour Montparnasse. Comme j'arrivais de TF1, il comptait un peu sur moi pour le sortir dans de bonnes conditions, on va dire. C'est bien d'être dans une société qui mélange beaucoup de choses. On a des classiques, on a du documentaire plus sur l'écologie, sur des choses qui se passent aujourd'hui. C'est important. Sinon je m'ennuierais. Ouais, c'est le fait de marier énormément de choses diverses. Moi je trouve ça vraiment sympa parce on s'adresse pas toujours aux mêmes personnes, tout en gardant un allant quand même vers une certaine communauté de personnes, mine de rien, mais voilà, un coup de l'animation, un coup on défend des valeurs écologiques, un coup on défend des valeurs sociétales, et puis évidemment on défend avant tout le cinéma, puisque c'est quand même ça qui fait le fondement des éditions Montparnasse. Alors cinéma pas que ça, évidemment, mes deux petits camarades, je leur dis si vous voulez poser une question, vous levez la main, bien sûr, évidemment. Je vais citer une interview que tu as donnée il y a quelques temps à un site qui s'appelle Paper to Film, qui est une plateforme de mise en relation entre scénariste, prod et agent, où tu dis la culture ne fait jamais appel qu'à une seule branche artistique, ce n'est pas uniquement de l'audiovisuel, de la musique, du spectacle vivant, c'est une fusion constante de plusieurs disciplines. Là on est complètement là-dedans avec ce projet-là. Exactement, et c'est ce que je veux. Alors ce que je vends souvent quand je rencontre justement des étudiants, je leur dis, parce qu'ils sont très segmentés, il y en a, ils veulent devenir producteurs de musique, ils veulent travailler dans l'animation, c'est vrai, il y en a beaucoup qui veulent travailler dans le cinéma d'animation, il y en a qui veulent travailler juste dans le spectacle vivant, faire des festivals et autres, et je leur dis tout ça c'est super, et moi aussi quand j'ai commencé comme vous, j'avais ça, on l'a tous. Mais vous verrez avec le temps, et ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser à toutes les formes de culture et surtout de voir qu'elles interagissent ensemble, entre elles. Et c'est ça qui est important. Et là, pour le coup, Koji Yamamura, ce qui m'a plu, c'était justement ça, qu'une compositrice, parce qu'avant TF1, j'ai travaillé dans la musique, j'étais dans les maisons de disques. Et même formation de musique classique plus jeune. Oui, exactement, c'est vrai. Et qu'une compositrice de piano vienne me parler de musique. On a échangé sur le piano préparé. Moi, je connaissais pas trop. Et elle m'a expliqué ce que c'était. On a beaucoup parlé de musique. Et qu'il y a un metteur en scène comme Hervé Tougeron, qui a mis en scène de grands spectacles, notamment du Shakespeare et autres, et venir parler de tout ça autour de projets de 3 films d'animation, waouh, c'était sympa, et en plus on rajoute de l'édition, donc voilà, donc c'est vraiment chouette. Francis, c'est sur 3 courts-métrages, on est dans un Koji Yamamura qui, alors c'est intéressant parce qu'on a tout le changement de Koji Yamamura. Koji Yamamura est évidemment connu énormément pour Atamayama. Je rappelle aux gens, c'est le cerisier qui pousse sur la tête. Ça a été le film qu'il a fait connaître. Mais ensuite, il est parti de plus en plus dans quelque chose un peu pas vers l'abstraction au niveau forcément visuel, mais narratif. Et là, on a 3 films. C'est très étonnant le mélange de Vieux Crocodile, qui est assez narratif, très narratif, qui parle d'un conte. On a Aide-moi, Water Dreams, l'eau des rêves, et le 3e qui est Parade de Satie. Le Parade de Satie. Donc on a vraiment 3 choses complètement différentes. Tu nous parles un petit peu de ce travail de Koji Yamamura et comment ce moment charnière en fait dans sa carrière. En fait, les 3 films, alors c'est vrai, il faut préciser, Water Dream, c'est vraiment une création originale des 3 artistes ensemble. C'est plus une commande vers Koji Yamamura de Catherine Verhelst et Hervé Tougeron. Alors que Le Vieux Crocodile ou Parade de Satie, pour le Parade de Satie, c'est une réorchestration de la partition de Satie, donc juste pour 3 instruments, le piano, la clarinette basse et le violon alto. Et Le Vieux Crocodile, c'est finalement la création d'une nouvelle bande-son par rapport à la version originale de Koji Yamamura, celle qui m'avait fait tant flasher quand je l'avais découvert lors du premier confinement en mars de 2020. Et donc là, on est sur une version, je dirais peut-être plus emphatique, parce qu'on a un conte qui est beaucoup plus porté par Hervé Tougeron, qui en est un conteur là, pas
je dirais pas atone, pas avec une espèce de voix blanche comme ça qui créait toute une difficulté, une violence sourde. Là, on est dans une emphase de récit et on a ce fameux piano préparé qui vient, lui, apporter cette partie musicale dans le film, alors que dans la version originale de Koji Yamamura, il n'y a pas de musique dans le film, il y a juste un chant africain à la fin, et sinon, c'est que des bruits d'eau qui avaient été enregistrés donc, au Japon, et qui viennent constituer la bande-son du film. Donc, c'est vrai que c'était 3 films très différents dans la démarche qui étaient les leurs, et Water Dream, moi, que je découvrais et que j'avais jamais vu, en fait, qui au point de départ est comme ça l'évocation du début du monde, quoi, et du début de la vie dans les océans et puis sur Terre, et comme ça avec alors que je dise plus de bêtises, d'un seul coup, je sais plus, je crois que c'est sur 4 périodes ou 5 périodes, j'ai peur de dire une bêtise, donc c'est sur 4, et qui emmène comme ça sur une création qui va de l'abstraction à des choses très figuratives et qui finalement renvoie, parce que tu parlais peut-être de césure avec après Atamayama, mais qui peuvent renvoyer finalement à des œuvres. Alors j'ai beaucoup révisé parce que moi j'étais pas un spécialiste de Koji Yamamura, loin de là. Et en plus tu vois, je dis Koji Yamamura et pas Yamamura Koji. Et donc c'est pas grave. Ça, et donc on y retrouve des choses qui étaient même dans des films de fin d'études comme Aquatique ou des choses comme ça. Et donc c'est intéressant de voir que finalement il y a peut-être un parcours chez Koji Yamamura qui va vivre une évolution, mais en même temps avec des thèmes qui reviennent, qui sont récurrents, et puis avec aussi, on peut dire s'il y a un point commun entre les 3 films, c'est finalement une espèce d'amour de la culture française, et d'une culture française peut-être première moitié du XXe siècle. Le vieux crocodile, c'est Léopold Chauveau, Parade de Satie, c'est Satie, plus Cocteau, plus Picasso, plus les ballets russes. Donc comme ça, et une francophilie très affirmée, et à laquelle lui il vient donner son regard, j'ai envie de dire son regard japonais, mais qui va être à la fois plein de, alors le mot est peut-être exagéré, mais de dévotion, et en même temps voir un petit peu comment ça peut gripper dans les rouages, et comment, je dis de dévotion parce que quand on voit le vieux crocodile, il y a un respect absolu du graphisme de Léopold Chauveau, il invente rien, il cherche. Ce qui est assez passionnant en animation, c'est que d'un seul coup t'as un grand créateur quand même comme Koji Yamamura qui cherche pas du tout à imposer son style ou à mettre son style, mais d'un seul coup qui se met au service de ce qui existait déjà et qui va faire œuvre de création en l'animant, en le mettant en scène. Juste pardon, mais tu peux rappeler quand même que même si maintenant il y a eu une exposition de Léopold Chauveau à Orsay, quand Yamamura fait ce film, Léopold Chauveau est inconnu ou quasiment inconnu en France, alors qu'au Japon, il est c'est quasiment pas une star, mais en tout cas le vieux crocodile et d'autres sont édités. Oui, complètement. Et moi, effectivement, j'ai découvert ça parce que Léopold Chauveau, je l'ai vu pendant le premier confinement. Je découvre le vieux crocodile de Koji Yamamura. C'est quand même hyper pratique. En plus, Koji Yamamura, il y a tout, sauf ces 3 films-là, dans ces versions-là, sur sa chaîne YouTube. Donc, on peut découvrir des films. Et après, le confinement s'arrête 55 jours après. Moi, je me précipite au musée d'Orsay pour aller voir l'expo, parce que je me dis, une des premières expos que je vais aller voir, c'est ce Léopold Chauveau, dont je ne connais rien. Alors que, comme tu le remarques, au Japon, il est édité, alors qu'en France, il est réédité timidement. Et en plus, donc, Koji Yamamura le voit il y a bien longtemps déjà, quoi. Donc, il nous fait ce qui est assez hallucinant, c'est que Koji Yamamura nous fait découvrir un auteur français. On peut quand même dire ça, parce que même dans la littérature jeunesse, sur les maisons d'édition instituées, je sais pas, École des loisirs, Gallimard Jeunesse, on trouve pas Chauveau. Chauveau est chez des petits éditeurs, quoi, qui reprennent ses œuvres. Donc voilà. Alors après, j'ai sans doute pas répondu du tout à ta question sur la césure et tout ça, mais plus que la césure, l'idée c'était en fait. Par exemple, l'Eau des Rêves avait été présenté, moi je me rappelle, j'avais vu à Fontevraud en installation, ça avait été mis en installation, et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment d'un seul coup Yamamura, qui est très traditionnel, qui vient même de son, tu parles d'amour pour la France, mais en animation notamment de l'Estonie, de Prix de Parne et de tous ces gens-là, et que d'un seul coup il avance sur ça, et puis j'ai l'impression qu'il se libère avec notamment un film que j'aime beaucoup qui est ça y est, donc je vais voir le Child, les enfants, Child Métaphysique. Métaphysique enfantine, qui je trouve d'un seul coup bascule un petit peu vers, pas le non-sens, mais parce que c'est très écrit, mais vers quelque chose de complètement différent, et comme si d'un seul coup il se libérait d'une narration tout en étant très proche sur cette narration, mais il se libérait de ça
qu'on retrouve énormément, je sais pas si on parle pas du long métrage, enfin voilà, mais qu'on retrouve énormément dans son long métrage, et énormément de réflexion, de comment les choses se passent, comment même, c'est pour ça que c'était intéressant de voir qu'il s'attaquait à l'installation, comment d'un seul coup l'installation change la narration, quoi, et j'ai l'impression qu'on a un artiste qui se libère de l'écran pour aller vers autre chose. Ouais, c'est possible. Et en même temps, je pense qu'il est comme ça sur une espèce de ligne de crête, parce que même dans l'eau des rêves, la narration n'est pas forcément évidente. Mais il y en a une, parce qu'il y a des périodes qui se succèdent, et effectivement, elle prend une forme qui peut être abstraite, mais qui va dire quelque chose, et il y a des moments quand même qui sont d'une narration absolue. Moi, je pense même avant tout, parce que c'est l'image qui me reste, mais en plus c'est le plan de fin, c'est deux baleines qui s'éloignent dans l'océan. D'un seul coup, il y a comme c'est la formation du couple, de l'intime, c'est l'intime qui apparaît dans cette vie préhistorique qui naît, quoi. Et d'un seul coup, sur ce plan, c'est fortement narratif et avec peu d'éléments. Effectivement, c'est pas une narration, j'ai envie de dire, mais tu vas me dire que c'est ma marotte, c'est pas une narration de scénario, on a l'impression. C'est pas une narration de construction. C'est plutôt des éléments de narration qui vont rentrer comme ça, parce qu'une image peut-être en amène une autre. Tu parlais de libération, peut-être qu'il y a une sorte, et ça il faudrait lui demander à lui, une sorte d'écriture automatique, et à un moment dans ton écriture automatique, il y a aussi des moments où tu vas partir dans quelque chose de plus narratif, parce que une chose que tu as écrite va te donner cette envie de narration peut-être aussi. Pour la raison de Koji Yamamura, je vous conseille un texte dans le dernier Bling Blanc, traduit par Hélène Nguyen, qui parle beaucoup de sa réflexion sur la mise en scène, et donc ces différentes années sur la mise en scène. Je pense que si je disais ça aussi, on s'arrêtera là, c'est juste peut-être parce que je mélange aussi un peu, et son travail sur le spectacle vivant, alors pas à travers lui-même, à travers son fils qui jongle, et qui était venu d'ailleurs en France pour étudier dans une école française, jongler. Il y a une vidéo assez drôle de son fils qui jongle dans le studio, dans la boutique qu'a Koji Yamamura au Japon, où il vend des DVD, et en fait il y a tout un jeu là-dessus, et j'ai l'impression que son fils aussi amène, ce spectacle vivant amène quelque chose de presque ludique. Mais dans ce cas-là, à son film, pardon. Non, mais effectivement, tu as raison, et je pense que Parade de Satie, dans ce cas-là, c'est complètement ça. C'est l'amour du spectacle vivant. Et dans Parade de Satie, alors évidemment déjà dès l'origine, mais il y a cette opposition entre les artistes et finalement les bonimenteurs qui attirent le public, et qui eux sont plutôt les hommes d'affaires qui voudraient que tout fonctionne bien, et cette liberté des artistes, que ce soit la jeune fille, le magicien, et que donc forcément ce spectacle vivant peut effectivement venir aussi de l'influence qu'apporte son fils. On retrouve cet enchaînement d'images comme dans Water Dream, justement, avec son interprétation qui lui est propre, mais tout est fait par l'image, quoi. Donc, et la musique. Alors Jean-Emmanuel, on peut peut-être parler maintenant un peu plus du travail avec donc ces deux artistes français. Comment ça s'est passé? Ils ont travaillé de leur côté pour faire les musiques sur les les deux films qui avaient déjà été faits. Comment c'est passé? Oui, tout à fait. Ils ont travaillé de leur côté. Il y a un des deux projets qui était déjà bien avancé avant qu'ils nous contactent. Et puis en plus, on était en plein confinement, donc on avait quand même beaucoup de mal à se voir. Donc non, en effet, tout a été avancé. On a surtout travaillé ensemble au niveau de l'édition, puisque moi je leur faisais confiance complètement, parce qu'après tout c'est leur œuvre artistique, et puis il y avait Koji Yamamura aussi avec eux, donc tous les trois. Donc au début je voulais même l'appeler 3 pièces animées, pour vraiment mettre aussi bien les auteurs que Koji Yamamura au même plan, parce que le travail, c'est un travail d'un trio, quoi, pour le coup. D'ailleurs dans le livre, ce travail-là est bien reflété, puisque Francis lui parle de Koji Yamamura, et les deux auteurs ont également écrit autour de leur travail. Donc c'est ça qui est intéressant, de voir un peu comment la genèse du travail, et que ça vient pas de 2 ou 3 ans, que c'est né bien avant, avec les rencontres qu'ils ont fait avec Koji Yamamura et la venue en France de Koji qui devait... justement. Oui, j'étais assez passionnée par lire leurs échanges aussi, parce qu'en fait on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est créé entre eux, et c'est assez rare de voir ce genre de documents divulgués, et de voir vraiment... Avec les mails en anglais, avec les mails, exactement. On n'a pas traduit, justement, on a laissé les fautes, c'était rigolo. Bah oui, et c'est vrai que dans le monde de l'édition, on s'en rend pas compte, mais parfois ça commence comme ça, un simple mail ou un coup de téléphone, et Dear Koji, je me présente, je suis un tel, et j'aimerais bien pouvoir travailler avec vous, parce que voilà, ceci, cela. Mais il y a
il y a un côté presque, il y a une quotidienneté, alors que d'un seul coup on met la création toujours dans des espèces de sphères que personne ne peut comprendre, que là il y a une quotidienneté tout simplement. Avec des mots très simples, dire Voilà. Koji et hop, on a envie de travailler ensemble, Exactement. et je sais pas, il y a quelque chose comme ça, et lui sa première réponse c'est très brève, en fait c'est genre, je suis intéressé, dites-moi plus, vraiment Voilà. un truc comme ça, faut qu'on se voit, et en fait effectivement il y a un côté hyper quotidien dans la création, et en même temps on sent que c'est pas juste, on va créer quelque chose de manière très très éloignée, c'est une relation qui se crée, qui se noue. Ouais. Et puis en plus, on voit que les deux auteurs avaient aussi beaucoup travaillé, notamment par le passé. J'ai mis leur biographie, mais avaient beaucoup travaillé par le passé, notamment dans des festivals sur lesquels ils étaient beaucoup intervenus. Tout ça est lié, quoi. Donc c'est pas arrivé non plus. Juste comme ça, mais... Alors, on peut pas prendre trop de temps, on a beaucoup de choses au jeu, mais quand même, quand on a un projet... Allez, on va pas se mentir, on le sait, oui, le DVD est encore vivant, je sais, il y a d'autres interviews où tu dis bien que... Il faut surtout pas le dire, on est d'accord, il n'empêche que le DVD aujourd'hui n'est plus ce qu'il était il y a 20-30 ans. Il faut mettre un livret, il faut mettre un livre, c'est même plus qu'un livret là, il faut mettre un livre, il faut l'accompagner, il faut d'un seul coup avoir tout ce travail éditorial derrière pour justement donner envie d'acheter pas que même si c'est important les films bien évidemment, mais en tout cas cette valeur ajoutée. En fait, il faut redonner de la valeur à l'objet culturel, en fait. C'est vraiment ça, parce que pendant des années, on a vendu, pas nous forcément, mais en tout cas, on était sur un marché, comme on dit, où on vendait des DVD comme des pots de yaourt, j'ai envie de dire, 5 DVD, le 3e offert, le 6e, machin, enfin bref, j'en passais des meilleurs, 5 DVD à 30 €, ce qui a ramené le DVD à pas cher, et on a dévalorisé, en fait, au fur et à mesure, on a fait beaucoup de volume, on a fait très peu de valeur, on a dévalorisé l'objet, et pour lui redonner vraiment sa valeur, évidemment, beaucoup d'éditeurs, il n'y a pas que nous, il y a tous mes confrères que j'aime beaucoup aussi, qui se sont tous un petit peu acharnés, c'est le mot, parce que ça prend des heures et des heures, des travails, des mois et des mois, à faire des œuvres, des vraies œuvres éditoriales, comme si on pouvait le faire pour une œuvre littéraire, puisque il y a une préface, il y a un texte de Francis, il y a un autre texte des auteurs, c'est 44 pages, c'est-à-dire qu'on a tout relu avec les codes grammaticaux et syntaxiques qu'on peut trouver dans l'édition. Et non, mais c'est important parce qu'en fait, d'un travail où on pourrait penser c'est juste des personnes qui s'amusent à mettre des films sur des galettes, non, pas du tout, ça va beaucoup plus loin. Alors on a Bulle de rêve, on se connaît pas, donc mais je vais être plus critique par rapport aux camarades. Non, par rapport au travail, justement, moi ce qui me plaît dans ce travail-là, c'est que beaucoup d'éditeurs, et je vais en citer un parce qu'évidemment c'est l'éditeur monstre qui récupère beaucoup d'argent du CNC, qui est Carlotta, bien évidemment, qui pour moi, non mais parce que à part le fait, c'est que Carlotta, par exemple, pour moi, fait beaucoup de choses, et je te demande pas évidemment de réagir par rapport à ça, bien évidemment. Carlotta, CNC, je vais éviter. Non, mais donc on est d'accord. J'ai moi la liberté de pouvoir faire ça et je l'ai voulu, mais je trouve que Carlotta des fois fait des bonus pour les critiques qui ont le temps de regarder 15 heures de bonus de Berlin Alexanderplatz que moi, en tant que spectateur tout bête, j'ai pas le temps de regarder, et que là je préfère moi avoir un livre que je peux sortir, que je vais me dire tiens, je sors ce livre là qui va me servir par la suite. Je sais que très bel éditeur a sorti un très très beau coffret sur Raining the Mountain de King Wu, que j'aime beaucoup, j'oublie le nom de l'éditeur, mais avec un livre aussi qu'ils ont fait traduire, et j'aime bien cette idée plutôt de l'accompagner par autre chose que des choses qui étaient faites, je suis désolé, il est plus là, par Jean Douchet ou par tous ces critiques qui, je suis désolé, mais qui je trouvais des fois faisaient juste des documentaires au kilomètre pour se faire plaisir un peu entre soi. Donc je te demande pas de réagir par rapport évidemment à tout ce que je viens de dire. Non mais pourquoi le livre, j'ai vu qu'un homme est mort, il y a aussi un livre, pourquoi d'un seul coup l'idée justement de travailler sur autre chose que forcément, encore une fois je trouve ça intéressant, il y a, j'ai pas encore vu malheureusement les bonus sont pas que des bonus de gens qui expliquent, c'est aussi des... Alors ça, pour le coup, nous, on essaye d'avoir des bonus. Enfin, j'essaye parce qu'on fait aussi avec les moyens qu'on a et la matière qu'on a. Mais c'est vrai que quand je vois des auteurs comme Catherine ou Hervé, je leur ai demandé Enfin, il y avait une vision des bonus. D'ailleurs, on les a accompagnés, on les a filmés, on a monté. Et moi, je voulais vraiment quelque chose qui était... quelque chose de vulgarisant, qui apportait un plus par rapport, sans rentrer trop dans l'analyse. Après tout, il y a le travail de Francis pour un peu plus rentrer là-dedans. Et puis après, Koji, il a un site, il y a plein d'éléments où on peut aller chercher et se renseigner. Donc moi, les compléments, ils étaient vraiment autour du côté musical, de la mise en scène, du travail qu'il y avait autour de l'œuvre de Koji Yamamura, puisque Koji Yamamura, il est en avant de toute façon dans toute l'édition. Donc voilà, et je voulais quelque chose de simple
de vraiment qui donne envie à voir. Et puis je vais toujours dans cette logique de mixer, encore une fois. On voit, il y a l'Opéra de Nantes, il y a aussi il y a le musée Jean Cocteau. Enfin voilà, j'essaye de mélanger notamment toutes les formes d'art, quoi. Et puis Francis, tu le dis avec petite citation au tout début. Ce qui est intéressant avec ton texte, en tout cas que moi que j'aime bien, mais après, c'est que c'est à la fois un peu historique, un peu analytique, un peu, on a l'impression presque que c'est comme si t'avais... Non, mais c'est comme si, en fait, tu discutais et qu'il y avait un dialogue entre toi et le travail de Koji Yamamura et l'œuvre de Koji Yamamura, et que d'un seul coup, il y avait à la fois une espèce de... pas de timidité, mais de dire... Il y a tellement de choses, je connais pas tout, mais quand même, j'ai découvert des choses et j'ai trouvé ça très... C'est pas péremptoire, ouais. En fait. Ouais. Juste avant que tu commences, je suis désolé, mais c'est important que tu le dises, parce qu'en fait, au départ, Francis, il avait refusé d'écrire le texte. Donc, il a été vraiment d'une humilité parfaite par rapport à tout ça. Et j'ai dû insister, j'ai vraiment insisté. Il m'a dit, mais moi, je peux pas parler de Koji Yamamura, c'est tellement haut, voilà. Et je lui ai dit, mais tu rigoles ou quoi? Donc, on en avait parlé, hein, bien évidemment, parce que j'avais parlé de mes projets en cours, et il m'avait dit, ah, mais je l'ai vu, le vieux crocodile pendant le confinement et tout ça. Donc, je fais, attends, t'es la bonne personne, on se connaît, je sais que tu t'écris superbement bien et t'es la bonne personne, mais il osait pas. Alors Francis, après toutes ces louanges, je sais que c'est pas facile. Je savais que Jean-Emmanuel allait dire ça, j'avais prévu de le dire. Non mais c'est intéressant parce qu'on a souvent en effet donc le nom qui revient toujours quand on parle de Koji Yamamura, qui est Ilan Nguyen, qu'on a déjà entendu ici, grand nom, grand critique, enfin vraiment quelqu'un, mais c'est vrai qu'il lui est très très proche de Koji Yamamura, donc encore une fois, je reviens, je trouve, et Marie-Pauline, voilà, on disait, j'aime bien je sais pas, je trouve que tu as trouvé dans le texte cette espèce de dialogue, encore une fois, je reviens là-dessus. Ben, en fait, si tu veux, effectivement, j'ai fini par dire oui en me disant, t'es au pied du mur, allez, il faut y aller. Parfois, il faut se faire violence, et puis après, tu vas pas trop te plaindre qu'il se passe jamais rien, vas-y. Et donc, là, d'un seul coup, mais ça m'a pris un temps fou, parce que, alors, la chaîne YouTube de Koji Yamamura, c'est génial parce que du coup, j'ai pas tout revu, mais j'ai énormément revu de choses. En fait, si je mets tout bout à bout, visionner ou revisionner des films, lire et faire des recherches alors sur Internet, mais aussi dans des bouquins, et lire, alors j'ai trouvé plein de choses du coup, revoir toutes ces interventions filmées, notamment au Carrefour de l'animation, sa masterclass en quatre parties, alors qui était extraordinaire, parce qu'en plus il parlait de certains des films que je voulais mettre en avant, donc ça tombait magnifiquement, co-animé par Ilan Nguyen justement. Donc tout ça, évidemment, puisqu'il y avait Satie quand même là-dedans, et que moi la musique ça compte, et que j'avais pas envie d'être en dessous musicalement, ça a été aller à la bibliothèque musicale, prendre les biographies de référence sur Satie, prendre la partition de Parade, me choper la partition de Parade et dire ouais, de toute façon je vais en capter la moitié, mais il faut que je la voie, il faut que je regarde comment c'est écrit dedans, réécouter Parade à la maison dans la version orchestrale, tout ça pour arriver à me dire bon, maintenant avec tout ça je vais peut-être réussir un peu à écrire le texte et dire comment je l'écris ce putain de texte, pardon pour le putain, c'est une interjection, et je me suis dit que le mieux peut-être effectivement, moi Koji Yamamura, comment je l'ai découvert, c'était une fois en festival, c'était en Suisse, parce que j'étais membre d'un jury et il y avait Atamayama. Donc je me suis dit, Atamayama, c'est peut-être la porte d'entrée pour une grande partie des gens, y compris même des gens dans l'animation, parce que j'ai pensé à ça, et de me dire comment on fait. Je fais sur Atamayama, et après je peux faire un flashback. Revenons, la construction de Koji Yamamura depuis l'enfance, tout ça, machin. Et après... effectivement faire peut-être alors un flash forward, une projection, et en me limitant là plus sur quelques films emblématiques, parce que évidemment à la fin ça faisait 17 feuillets, j'étais épuisé, et de se dire on prend les films emblématiques, celui qui a généré la rencontre avec Catherine Verhelst et Hervé Tougeron, et puis voilà, et puis évidemment les films qui vont être dans le DVD, mais en s'intéressant vraiment aux versions initiales, aux versions de Koji Yamamura, et en se permettant une longue digression sur le Parade de Satie et la création de Parade de Satie, et d'y aller avec un petit argumentaire gauchisant à fond sur les profiteurs de guerre pendant la Première Guerre mondiale. Bon, ça, on s'est fait plaisir, et je vous cite juste parce que effectivement, en lisant les phrases en lisant les aphorismes de Satie, j'ai trouvé la phrase qui m'a permis effectivement d'avoir cette citation. Et donc Satie, dans les raisonnements d'un têtu, dit ceci: j'avoue, cher maître, que l'idée d'analyser une œuvre comme celle que j'ai sous les yeux m'épouvante puissamment.
Je n'ai pas l'esprit qu'il faut, non plus que l'habitude, car j'ai toujours procédé avec les œuvres comme avec les hommes, par sympathie ou son contraire, n'étant pas plus physionomiste qu'analyste. Je ferai de mon mieux. Donc voilà, c'est ce qui annonce ton texte et le petit livret. Marie-Pauline, pour finir, on va finir. C'est intéressant ce coffret, en tout cas voilà, ce DVD, ça met en place, et tu n'étais pas au courant que j'avais posé la question, donc évidemment tu me regardes en me disant mais de quoi il me parle. Il y a un article du Monde du 27 septembre qui, alors le titre est malheureusement pas très bon, mais bon voilà, les films d'animation s'inventent dans les galeries et les musées. Et je sais que tu as beaucoup travaillé, notamment avec Boris Labbé. Tu as écrit un très beau texte sur l'une des œuvres de Boris Labbé, donc ne fais pas du Francis Gabel non plus en levant les yeux au ciel. Il y en a marre. C'était le beaucoup qui était un petit peu mais c'est quelqu'un, survendeur. Voilà, c'est l'œuvre. Tu connais bien son œuvre, tu as travaillé. Non, je trouve ça intéressant parce que dans l'article, et j'en avais parlé avec Boris Labbé justement qui était à Fontevraud, c'est des noms qu'on connaît pas nous dans cet article. Je sais pas si vous l'avez lu, cet article dans Le Monde. Et Boris Labbé disait c'est des grands noms de l'art contemporain. C'est intéressant ce qui est en train de se passer. Et là, on est dans la musique plutôt contemporaine, on va dire. C'est intéressant ce qui est en train de se passer, je trouve, avec l'animation qui finalement, on l'a toujours dit, est un art multiple et qui finalement là aujourd'hui arrive avec la musique contemporaine, avec l'art contemporain. Il y a quelque chose de nouveau, non ? En tout cas, moi, c'est l'impression que j'avais, parce qu'effectivement, il y avait cet article dans Le Monde là, cette année, mais sans vouloir m'autociter, j'avais réfléchi sur le sujet dans un article pour Bref, dans un dossier pour Bref, il y a à peu près 2 ans, je dirais, dans lequel on interrogeait cette idée de des liens. Moi, c'était le lien entre le court-métrage et l'art contemporain, puisqu'on voit de plus en plus de courts-métrages dans les musées. Et effectivement, je parlais de beaucoup de films d'animation. Je parlais de beaucoup de films hybrides aussi, qui s'en fichent de savoir s'ils sont de l'animation, de la prise de vue continue, s'ils sont du cinéma ou de l'art. Enfin, juste, voilà, ils existent en tant que tels et après le spectateur les reçoit. Moi, je trouve ça assez fascinant effectivement. Et je pense que cet article du Monde, c'était pas non plus un hasard parce que minimum c'était un petit article, il était un peu rapide, etc. Voilà, mais effectivement il y avait ces noms et la seule chose qu'on connaissait dedans, nous, c'était la galerie Miou en fait. Ouais. Mais de toute façon, non, mais parce que pour rebondir, ça va avec ce que de toute façon disait Marie-Pauline au début en parlant du Frénois, quoi. D'un seul coup d'avoir des films qui effectivement se soucient pas si c'est du live, si c'est de l'anime, c'est d'un seul coup on a une proposition qui peut être un peu parfois déstabilisante au niveau cinématographique parce qu'elle emprunte à plein d'autres choses et comment donc du coup il y a même sur un format écran parfois écran de salle de cinéma il y a quelque chose qui explose un peu les codes habituels et en tout cas un des codes principaux qui va être celui de la narration. Bon alors on va privilégier le live et Gilles nous en voudra pas, qu'il ne viendra pas. On coupera sûrement un petit peu de son interview, mais de toute façon on mettra l'interview complète. Pascal, on va faire une petite pause musicale parce que ça fait longtemps. Tu vas nous annoncer cette pause musicale qui nous vient de Patard et Aubier. En effet, c'est un peu un rêve qu'on aimerait avoir ici à Bulle de Rêve. Si un jour on avait Patard et Aubier en direct, on leur demanderait de faire toute la programmation musicale. C'est des grands amateurs de musique. Donc voilà, et juste, pardon, mais pour vous dire, on n'est pas trop exclusivité, on s'en fout sur Radio Libertaire et Bulle de Rêve, juste, mais c'est quand même un petit plaisir et je remercie Gilles Cuvelier. On aura le générique final, donc en exclusivité, de son dernier film, de son nouveau film, Le Petit Cognard. On vous fera écouter ça tout à l'heure. Mais en attendant, nous écoutons, alors ça n'a rien à voir, mais du pur Patard et Aubier. Pascal. Ah oui, on commence par quel titre parce qu'il y avait On commence par Du sang du singe. Voilà, donc Vincent Patard et Stéphane Aubier que nous avons rencontrés nous ont suggéré 2 morceaux musicaux pour accompagner l'entretien qu'ils nous ont accordé. Il s'agit de 2 groupes qu'ils connaissent bien et que nous pouvons d'ailleurs entendre dans leur dernier court-métrage Panique au village et Grandes vacances. On va commencer avec le relativement doux, enfin pas très doux mais bon, Du sang du singe, extrait du dernier album de leurs amis de la jungle. C'est un groupe né en 2015. L'album s'intitule Fall of the Apex. Et voilà, vous allez découvrir un groupe assez énergique et assez électrisant. Ils ont quelques dates de concerts en France. C'est important, je trouve, en ces temps où les concerts nous ont beaucoup manqué, de signaler quelques dates. Donc il y aura le 4 novembre à Orléans, le 11 novembre à Saint-Germain-en-Laye, le 18 à Valence, le 19 à Biarritz, le 20 à Pau. Voilà, pour ceux qui seraient dans ces villes. Non mais comme tu dis, c'est important, les gens ont encore du mal et tout. Donc voilà, donc on écoute le morceau 3 Ariel, Du sang du singe. Et voilà, merci beaucoup. Donc on écoutait Du sang du singe de la jungle. Pour les personnes qui écoutaient, ce qu'on va faire, c'est que l'interview de Gilles Cuvelier dure à peu près 1 heure. Donc je voulais en passer à peu près 45 minutes. On va pas passer les 45 minutes, mais ce qu'on fera, c'est qu'on le fera en 2 fois. Et comme d'habitude, de toute façon, on mettra toute l'interview complète, toute cette discussion, pardon, j'appelle ça une discussion complète sur ça. Mais
privilégions un petit peu le direct. Donc, nous sommes toujours à propos de cette sortie du DVD coffret, donc qui... c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure par rapport, évidemment, toute la grande époque pour les gens qui se souviennent de ces discounts, etc., où d'un seul coup, il y avait cette idée de DVD. Là, le DVD va coûter 35 €, donc c'est à la fois une somme qui est une somme normale, on va dire, par rapport évidemment, je pense au nombre de DVD qui vont être pressés, parce que je suppose que malheureusement, quelque chose comme ça reste quelque chose de niche, on va dire, et c'est quelque chose sur lequel on se pose des questions, parce que encore une fois, 35 €, là, ça veut dire qu'on touche évidemment un public particulier. Oui, mais après, pareil, quand on le positionne un peu comme un cadeau de Noël. Donc après, est-ce qu'un livre, on se pose moins la question, un livre à 30 €, ça paraît tout à fait normal. Alors pourquoi un DVD qui coûte aussi cher, voire plus cher, puisque nous, on n'a pas que l'imprimerie, on a le pressage en plus, ne pourrait pas coûter plus. Donc voilà. Oui, puis pardon, hein, mais il faut savoir que ce genre de choses, c'est quand enfin, voilà, les gros qui font à des milliers d'exemplaires vont évidemment des coûts beaucoup moindres à bien la sûr, pièce. Parce qu'ils jouent sur le volume. Donc, voilà. Et nous, on n'a pas ça, on n'a pas ce volume. Donc nous, on est obligé de jouer ce qu'on appelle sur la marge et sur la valeur. Parce qu'en fait, je le dis, parce qu'on finalement, on gagne pas énormément d'argent. Hein. Enfin, et il va falloir que justement, c'est horrible comme discours ce que je vais avoir, mais il va falloir en vendre des caisses et des caisses pour pouvoir être rentable. Hein. Donc, puisqu'on en parlera de l'indépendance, et lors du prochaine édition, on aura la chance d'avoir Chloé Maslow notamment. Voilà, on travaille sur des films qui malheureusement n'ont pas beaucoup de monde. Social d'Alice est pourtant resté un peu en salle, mais n'a pas fait ça. Achetez plutôt sur les sites même des éditeurs. Oui. Donc là, achetez plutôt sur le site d'édition Montparnasse. Je vous rappelle que des boîtes, et c'est moi qui le dis, c'est pas toi, donc je peux me permettre de le dire, des boîtes comme Amazon prennent de 40 à 45% pour les petits éditeurs par rapport à ça. Et la Fnac et les autres sont pas mieux. C'est-à-dire mais même ils prennent des fois une marge qui est énorme, et que soyons clairs, c'est pas évidemment les choses que vous allez voir en fait, c'est Amazon qui a rattrapé la Fnac et maintenant qui les a doublés, parce qu'autrefois c'était la Fnac qui avait la marge la plus importante. Ouais. Maintenant, Amazon est devenu tellement important que ils les ont rattrapés, voire doublés. Et c'est vrai que quand on l'achète, moi j'ai cette habitude puisque je travaille pour un éditeur, donc et j'ai cette habitude d'acheter aussi quand j'ai des choses qui me touchent directement auprès. Il y a ce côté un petit peu commerce de quartier, de toute façon. Et au moins, quand il y a un problème ou quand j'ai envie d'avoir des informations sur quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui vous répond, et c'est le cas aussi chez nous. Et c'est toujours plus agréable qu'un gros robot de chez Amazon. Puis c'est important, non ? Aujourd'hui, tout le monde parle évidemment d'écologie, de choses comme ça, et tout le monde, mais de revenir sur du local, de revenir et de je sais pas, de pas... Amazon, c'est une catastrophe, et je sais pas, je trouve ça important. Non, parce que j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que quand on parle d'écologie, quand on parle de tous les sujets importants d'aujourd'hui, oui, il y a plein de gens pour se battre, mais dès qu'on parle de ça, les mêmes gens vont dire « Oh oui, mais c'est pas grave, je commande quand même à Amazon », les mêmes qui vont d'un seul coup. Je sais pas si Greta... je sais plus comment ça s'appelle. Thunberg. Commande à Amazon, et je voudrais pas dire la pauvre. Parce que sinon, ce serait assez illogique. Mais j'espère que non, quoi. Greta commande. Mais Ken Loach, il y a bien de faire une série pour Netflix. À un moment, moi, ça m'interroge quand même. Et alors, une série qui est dans le cadre de ce que fait Ken Loach. C'est une série sociale sur une jeune femme aux États-Unis qui ne s'en sortant pas, devient femme de ménage chez des gens riches et très riches. Donc, Amazon, c'est une aubaine. C'est un peu comme quand Universal fait des albums musique militants. Et parce que militant, ça fait rentrer de l'argent dans les caisses, les gens vont avoir envie d'acheter, ça te donne une bonne conscience, tu te défausses un peu, quoi. Et là, tu te dis, Ken Loach chez Netflix, quand même, est-ce qu'il n'y a pas un petit souci ? Donc, Ken, si tu nous écoutes. Il y a peut-être une sorte d'ironie à exploiter aussi l'exploiteur, à utiliser son argent pour le démonter. Mais non, mais peut-être fleur bleue, mais t'as raison, ça peut être aussi amusant. Je pense par rapport à ça. C'est toujours la fameuse question, est-ce qu'il vaut mieux être dedans pour foutre tout en l'air ou être à l'extérieur ? L'éternel débat. C'est un peu comme les Césars, moi je peux le dire. Non mais complètement, merci.
Je me rappelle ou de Noir Désir à l'époque qui avait eu cette phrase envers Jean-Marie Messier qui était le président d'Universal. Nous ne partageons pas, nous sommes sur la même planète mais nous ne partageons pas le même monde quoi. Enfin c'était ce genre de phrase. Oui c'est ça mais finalement et puis finalement ça détruit Kurt Cobain aussi. Enfin voilà c'est toute génération j'en parlerai parce que je pense que ce qui arrive avec Denis Villeneuve et Dune m'intéresse énormément parce que je pense que ça vient de Burton dans les années 90 notamment avec ces gros studios hollywoodiens qui rachètent l'indépendance et s'achètent des auteurs et qui font bien. C'est évident que d'avoir un Denis Villeneuve, même s'il faudrait lui dire que c'est pas parce qu'il fait des plans lents que c'est du Tarkovsky, faut autre chose. Mais en tout cas, non, mais je trouve ça intéressant. C'est où en est l'indépendance au cinéma. Il y a quelque chose de vraiment très important aujourd'hui, je pense. Mais c'est ce que fait Netflix là aussi, quoi. En s'achetant, alors je mets des guillemets quand même au mot acheter, des grands auteurs, quoi. James Campion, Scorsese. C'est parce que certains, peut-être, on est moins surpris. Sorrentino, ça me surprend pas, et puis je m'en fous, quoi. À la limite, Ken Loach, je m'interroge, mais en même temps, oui, il fait ce qu'il a l'habitude de faire. Et que, oui, parfois, il faut effectivement peut-être aller porter dans le camp de l'ennemi les valeurs de l'autre camp. Mais t'as raison, est-ce qu'il va pas être bouffé par Squid Game ? Et est-ce que finalement, Squid Game, pour parler évidemment de ce qui marche aujourd'hui, de ce qui parle, va pas finalement prendre trop de place et que le Ken Loach va passer... Et qui ne sera pas dans les algorithmes. Et qui ne sera pas dans les algorithmes, bien etc. sûr. Moi, je le vois auprès de mes enfants. Je leur explique tout ça. Bon, évidemment, ils connaissent Ken Loach parce qu'ils ont peut-être la chance d'avoir un papa qui travaille dans ce milieu. Mais je vois bien dans leur algorithme et dans ce qu'ils regardent eux, parce que malheureusement, ils ont regardé Squid Game. Et j'ai vu que, j'ai beau mettre du Truffaut, du Godard pour essayer de les faire que ça tranche un peu et que ça aille vers autre chose, mais non. Donc en fait ces films-là ils apparaissent plus quoi. On fera, et Marie-Pauline nous dira, on fera peut-être une émission complète sur comment les parents réussissent à donner aux enfants autre chose et à leur mettre non tu vas regarder du Boris Labbé non pas le dernier. Faut les laisser regarder une série sur Netflix le vendredi soir et le samedi soir avec les parents un vrai film. Écoutez, nous cette semaine c'était mon premier festival, on est allé voir Frédéric Bach, on est allé voir Jean-François Laguioni. Voilà. Ça leur a beaucoup plu, surtout Frédéric Bach, l'homme qui plantait des arbres, a eu un succès auquel je ne m'attendais pas auprès de Raphaël qui a 9 ans, qui a vraiment adoré le film. C'est chouette. C'est très beau et ça donne un peu d'espoir. Voilà. Complètement. Allez, on va écouter l'interview. Tu vas nous en parler un tout petit peu, l'entretien. J'ai envie de dire entretien, maintenant interview, je trouve ça, voilà. Peut-être mon côté un peu. Voilà, l'entretien, c'est très beau. L'entretien que tu vas rapidement nous introduire, s'il te plaît. Pascal, donc, de Patard et Obi et les Pic-Pic. Oui, alors nous avons tous beaucoup d'affection pour les personnages de Panique au village, pour les situations rocambolesques dans lesquelles se fourrent les éternels enfants que sont cow-boys et indiens, toujours au grand désarroi de leur chaperon cheval et de tous leurs autres amis qu'ils entraînent dans le du village où ils sèment vraiment la panique constamment. Alors nous nous sommes entretenus avec leurs créateurs Vincent Patard et Stéphane Aubier lors de la soirée d'ouverture de l'Étrange Festival, où ils ont présenté ces dernières aventures dans les grandes vacances. Alors dans ce nouvel opus, l'ennui frappe cow-boy et indien, et donc forcément ils vont encore créer beaucoup de soucis, comme fabriquer un bateau qui ne va pas forcément aller sur l'eau, ou détruire la voiture joliment jaune de cheval. Donc nous écoutons Vincent Patard et Stéphane Aubier nous parler de leur travail. Et c'est terrible parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de faire indien, cow-boy, comment ça et on a envie de le faire, et même si on n'y arrive pas, cheval. Et puis de faire Steven, mais on n'a pas la voix de Benoît Poulvord. Donc c'est pas évident. Ariel, on écoute donc le morceau qui doit être le morceau 4 qui fait 18 minutes. Merci beaucoup. Donc nous vous recevons sur Radio Libertaire pour évoquer les nouvelles aventures de Cowboy, Indien, Cheval, Steven et les autres. Déjà, je voudrais savoir comment est né ce nouvel opus, comment est née l'idée et comment vous avez développé cette histoire. On ne sait pas très bien. En fait, ça a été plutôt chaotique au début. On avait fait avant, on avait fait la foire agricole où Cowboy et Indien faisaient un voyage dans le temps. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme concept, parce que le voyage dans le temps c'était quand même un peu c'était déjà élevé comme niveau à développer. Du coup on s'est dit je vois pas très bien qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre. Donc on est parti sur quelque chose d'assez calme. C'est c'est l'été, tout le monde part en vacances et normalement Cowboy et Indien ils doivent partir, mais ça se passe pas comme il faut et du coup ça finit en catastrophe. En fait, souvent, c'est vrai que, comme dit Stéphane, on réfléchit beaucoup à ce qu'on a un petit peu développé dans les histoires précédentes, et puis on a des
on a des piles et des tiroirs de plein de dessins, de trucs qui sont accumulés avec le temps, des trucs qui volent pas vraiment à la poubelle, mais qu'on met de côté parce qu'il y a des choses qu'on trouve intéressantes, et puis et donc on les met de côté. Et puis donc il y avait ce truc que Stéphane avait commencé sur Cowboy indien qui allait chercher Cheval et Madame Langrée à l'aéroport, qui revenait de vacances. Et voilà, il y avait tout un truc comme ça qui avait été développé, et puis ça a été mis de côté, et puis ça dort, et puis enfin voilà, donc on retrouve des morceaux comme ça, et puis on renourrit de nouvelles choses à partir de choses qui avaient été mises de côté. Voilà, c'est vraiment ouais, c'est ça, on pose des petites choses comme ça qui sont peut-être pas forcément utilisables ou utilisées tout de suite, et puis tout d'un coup on retombe sur un dessin. Ah, ça c'est intéressant par rapport à ce qu'on veut raconter maintenant, et c'est pas un truc qui se fait comme ça, comme si on écrivait une lettre ou une rédaction, quoi. C'est vraiment une accumulation de plein de petits trucs qui dorment et qui vont nourrir probablement quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Donc voilà, on avance un petit peu comme ça dans. En fait, quand on construit un scénario, on est moi et Vincent, et puis il y a encore un autre Vincent qui s'appelle Vincent Tavier, qui est le producteur, mais qui est aussi scénariste avec nous, qui est un peu qui est déjà un scénariste professionnel. Donc il est producteur, mais il est aussi scénariste. Donc il a aussi une certaine manière une certaine expérience. Comment raconter une histoire, et comment essayer comment est-ce qu'essayer Ouais. d'en tirer quelque chose, et Il est un peu Vincent Tavier, c'est un peu ce que Michel Colombier était à Serge Gainsbourg, quoi. C'est un peu l'arrangeur, je vais dire, parce qu'il va nous éclairer sur certains trucs ou alors il va même retrouver un dessin que Stéphane ou moi avait fait, et puis il dit tiens, il y a peut-être une idée à développer là, et puis Et du coup, ça fonctionne. Vous faites un assemblage d'idées, de petites idées pour arriver à quelque chose. Oui, c'est vraiment un travail de groupe. Oui. Et puis alors Stéphane remet en place tout quand il fait les storyboards, mais ça se fait vraiment parce que bon, même quand tu fais un storyboard, c'est pas dit qu'il est plombé, quoi. non. Souvent, En fait, on part parfois. découpe, On part parce qu'il faut faire quelque chose, donc il faut qu'on avance. Donc on se dit on va raconter cette histoire-là, puis en général c'est moi qui fais le storyboard, parce que je dessine assez facilement je dessine assez facilement par silhouette les personnages, presque des symboles comme ça. Donc Mais ce qui est chouette, c'est que c'est déjà avec une énergie déjà dans l'idée de ce qu'on connaît de la façon de bouger de Cowboy indien. donc on fait une première phase je dirais une vingtaine de feuilles A4 qui sont découpées en peut-être 6 cases, quelque chose comme ça. Et puis à partir de là, on commence parce qu'on a tous les trois, on a une certaine expérience en lecture de bande dessinée et de storyboard, mais surtout de bande dessinée. On sait ce que c'est qu'une bande dessinée, on sait ce que le dessinateur a voulu raconter, ce qui raconte. Enfin, on comprend la communication graphique. Et du coup, on sait très vite voir à quel moment ça marche ou ça marche pas, où il y a des trucs qui sont intéressants à développer et d'autres choses qu'il vaut mieux oublier. Donc Oui, voilà, où on voit des trucs potentiellement intéressants au niveau de la mise en scène, ce qu'on peut nourrir au niveau de l'espace qu'on veut investir. Et du coup, vous avez la possibilité, vous laissez beaucoup la possibilité d'improviser, pas seulement dans l'écriture, mais aussi dans la mise en scène au moment du tournage concret. Un petit peu quand même, oui. Souvent, d'ailleurs, en fait, ça c'est l'avantage qu'il y a sur, par exemple, c'est vrai que souvent, moi, je situe souvent la technique de Panique au village un petit peu comme étant le chaînon manquant entre la stop motion et l'animation traditionnelle, c'est-à-dire que on travaille avec des figurines rigides. Et donc, on les anime, mais par substitution, exactement comme quand on tournait un dessin animé, dessin par dessin, c'est le même principe. Et donc, par contre, ce qu'il y a avec le dessin, c'est que une fois qu'on a dessiné une séquence, on est coincé, on est obligé on anime, ou alors tu dois redessiner tout ton truc. Ici, avec Panique au village, on a un décor en volume et des figurines dans des attitudes totalement différentes. Mais si elles ont été dessinées effectivement, c'est ce qu'on fait. Souvent, on dessine
et on moule et on fabrique nos attitudes qui sont nécessaires pour des scènes bien spécifiques, souvent on va chercher d'autres attitudes. Et donc ça nous permet de retravailler. Et souvent par exemple par rapport au storyboard, quand on plante la caméra, on dit mais l'angle là c'est pas terrible, mais par contre là c'est intéressant, et donc là on peut carrément revoir notre façon de voir la mise en scène, et probablement qu'il y a des choses qui ont été prédécoupées en 4 ou 5 plans. J'exagère peut-être, parfois c'est 2 ou 3, mais et qu'on tourne la scène en un seul plan séquence parce que c'est lisible, on voit bien les personnages, et alors on en parle et on dit bah tiens oui on pourrait le jouer comme ça, et on le fait comme ça, alors que c'était pas du tout prévu à la base. Ben, ça en dessin animé t'oublies quoi. C'est une fois que c'est blindé, une fois qu'on a mis toutes les choses en place, mais ici on a encore la liberté de le faire. C'est comme avec les comédiens quand ils font les voix à la fin. Souvent, par exemple, pour Benoît, quand il fait le petit fermier, on a des thèmes à aborder avec lui, mais souvent c'est Benoît qui finalise le dialogue. Et puis aussi techniquement, on recycle tout, c'est-à-dire que les personnages qu'on a créés pour le premier 26 minutes, quand ils vont chez le Père Noël, ces attitudes-là, elles ont été créées pour cet épisode-là. Et on sait qu'on va les réutiliser pour le dernier épisode, parce qu'il y a plein de positions qui sont intéressantes pour les actions qu'ils prévoient de faire dans d'autres épisodes. Donc on a une collection qui s'agrandit de plus en plus. On a plein de possibilités, de plus en plus de possibilités pour raconter le mieux des séquences. Oui. Ça ne vous fait pas peur parfois d'avoir autant de... Si, parfois c'est un vertige, parce que vous vous trouvez face à, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais peut-être qu'il y a vraiment, parfois on peut se trouver devant 300 positions différentes. On sait plus ou moins, elles sont rangées par thème, mais parfois vous savez plus très bien. En fait, on a un peu toujours tendance, tous les animateurs, ils ont un peu une bibliothèque, ils savent un petit peu les positions fétiches dans lesquelles ils vont pouvoir trouver. C'est un peu comme le guitariste qui joue tout le temps les mêmes notes, mais c'est vrai que c'est marrant ça, parce que c'est vrai qu'on en a énormément, et on a une idée en tête. On se dit ah putain ouais, pour ce mouvement-là il me faut celle-là, et puis alors et parfois on met plus de temps pour chercher la figurine qu'on veut que pour animer, parce que bon, forcément, une fois qu'on a ce qu'on veut et qu'on est content, ça bouge, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que tu mets une caméra sur l'étagère où sont posées toutes les figurines. Je pense qu'il y en a qui sont toujours restés sur place, qui n'ont jamais servi. Parce qu'elles sont trop spécifiques, elles ont servi à 2 images, et puis après, on n'a jamais pu s'en servir. Elles ont quand même nourri quelque chose. Oui, c'est ça. Oui. Mais ce qui est génial, c'est de pouvoir réutiliser c'est parce que voilà, vous êtes posé comme vous êtes posé, peut-être que cette attitude-là, on pourra l'utiliser pour plein de choses différentes. Quoi. Et vous aimez aussi rajouter de nouveaux personnages, ça vous vient facilement ou là c'est quand on raconte l'histoire, on dit là le taureau en fait par exemple il est venu dans la foire, et on aimait bien le récupérer en imaginant que à la foire il était un peu c'était un peu le gars qui était le gars qui garde l'entrée là, le manager du truc, et puis on dit pour la foire agricole il est là, donc pour la course cycliste c'est normal qu'il soit là, qu'il gère le truc aussi, et donc et en plus le comédien qu'on avait là, Wim Ouillard, c'est un mec génial, donc voilà, c'était l'occasion de retravailler un peu avec lui, parce que on adore ce gars-là, et sa voix est magnifique. Oui. Mais donc parfois oui, c'est vrai que on se pose pas trop de questions quand il y a un nouveau personnage qui arrive, et puis après on pense effectivement qui pourrait faire la voix, et on a nos références de base, c'est vrai que Bouli, que ce soit Anne, c'est Richie, enfin voilà, tous ces gens qui font des voix depuis le début, c'est des et Benoît pour le fermier, c'est un peu les gros points de référence, mais après tous les secondaires, on aime bien aussi retravailler comme gendarme.
c'est des gens qui ont des voix extraordinaires, quoi, qui ont vraiment une couleur bien particulière. Et c'est ça qui est chouette aussi, d'imaginer des nouveaux personnages, même en pensant, dire, bah, tiens, il y a ce comédien-là, on n'a jamais travaillé avec lui, il a une super voix. Et Une énergie aussi. une énergie, c'est surtout ça aussi, parce que c'est vrai que en pensant à Wim, par exemple, pour le taureau, il a une manière de parler, il est extraordinaire, ce gars. Il fait de la musique aussi, donc je pense que ça se sent tout de suite quand la manière dont la diction et tout, comme il parle, c'est tout de suite. Parce que c'est comme Benoît, quand Ben il oui. pourtant il est compliqué à enregistrer, mais quand il est vraiment bien en phase avec l'animation, ça marche, quoi. C'est vraiment drôle. Enfin, ça nous plaît bien. Oui, d'ailleurs, il y a un truc qui est intéressant, parce que souvent, moi, avec Benoît, je le vois, quand il parle avec devant le micro et qu'il essaye de suivre ses mouvements du petit Steven, je trouve que son apport voix affine l'animation de Steven. En fait, c'est marrant, parce que c'est des bêtes figurines. Quand Steven parle, c'est juste une figurine qui bouge, c'est juste un effet stroboscopique pour donner l'impression qu'il parle. Eh ben, quand la voix de Ben est collée là-dessus et qu'elle est bien calée sur le rythme et tout, eh ben, on voit le petit Steven qui parle et on n'a pas l'impression de voir un petit objet en plastique qui bouge. Bully Lanners aussi, là. Et Bully aussi. Il a un sens du rythme qui est vraiment très. Il a fait de la musique d'ailleurs, il sait. Bah oui, c'est ça. Lui, il fait la voix du cochon. Et quand il explique, il dit comment il y a un petit souci avec le plan. Mouvements. Et ça marche. Incroyable, quoi. Ouais. Vous travaillez aussi comment la musique et le son pour accompagner justement ces voix et la mise en scène. Vous dirigez beaucoup aussi ou... La musique, oui. Là, pour la musique, on a demandé. En fait, c'est toujours la même personne. C'est Bernard Plouvé qui s'occupe de la musique. Mais sinon. Là, dans le dernier épisode, on a récupéré beaucoup de choses qui existaient déjà, que ce soit la jungle, que ce soit les pelleteux ou alors ou la muerte. C'est plutôt des trucs qui existaient déjà. Ouais, mais là c'est la musique in et oui, c'est que de la musique in en fait. Hein, à part le générique de fin. Mais pour Bernard en fait, qui travaille lui depuis pratiquement depuis le début avec nous. Souvent il amène des musiques et oui on parle beaucoup avec lui quand même parce que souvent il vient avec des idées qui sont parfois intéressantes et parfois on trouve que ça va un peu pas trop là où on veut, donc du coup on parle beaucoup avec lui et il retourne chez lui, il refait des musiques, comme il est un peu maniaco-dépressif, il travaille la nuit, donc le lendemain matin il revient avec de la musique, donc il travaille super vite et c'est ça qui est génial avec lui, il est super doué. Et il connaît bien notre univers et donc si on n'est pas content d'un truc qu'il a fait, il retourne chez lui et puis il n'est pas du tout il n'y a pas de problème, de toute façon il aime bien faire de la musique, donc du coup il rentre chez lui, il fait de la musique et puis il revient avec un morceau différent et chaque fois il arrive à illuminer le truc, il retombe toujours sur ses pattes comme les chats. Il y a à nouveau pas mal de références à Pic-Pic et André. Et c'est toujours le clin d'œil auquel vous tenez. Là, j'ai l'impression que c'est encore plus développé que dans les précédents. Parfois, il y a là, on les voit. J'ai l'impression de les voir partout. Ah oui, mais ça, c'est sur les Barry Nadar. Et oui. C'est un peu parce que par fainéantise qu'on a récupéré des vieux posters en cours de la série, on les a réimprimés et qu'on aimait bien. En fait, c'est juste parce qu'on aime bien les dessins, on aime bien le design et on les trouve chouettes, on les trouve encore toujours efficaces. Du coup, on les remet. Mais ouais, c'est vrai qu'on aime bien. Même chose pour la friterie. Ils vont des glaces. Pour faire une pub aussi pour le bouquin qui est sorti chez Casterman et qui est tombé dans la trappe une semaine après la sortie, c'était le confinement, donc du coup. Mais c'est des personnages qui nous plaisent toujours et on aimerait bien commencer tout doucement à les réveiller. Vous y pensez? Oui, c'est en projet. Et moi, je me posais la question aussi de qu'est-ce qui vous faisait revenir au cours après avoir touché à du long, que ce soit au scénario et puis pour Panique, qu'est-ce qui vous fait revenir au cours au format plus court? Pour Panique, en tout cas, le format 26 minutes, on aime bien ce format parce que c'est assez
c'est court et en même temps, on a quand même le temps de raconter des choses en évitant d'endormir le spectateur sur 1h30, quoi. Donc, on s'est un peu nourri aussi des erreurs et des trucs du long qu'on aime bien, mais que malgré tout, c'est une structure un peu particulière. Donc, je trouve que d'une part, d'abord, on adore, comme plein de gens, on adore raconter des histoires. Et puis, le fait de faire des 26 minutes, que ce soit 26 minutes ou un quart d'heure, n'importe quoi, surtout dans le cas de Cowboy Indien, on a développé un univers qu'on trouve qui est vraiment agréable à regarder pendant 26 minutes, que ce soit développé ici avec la course cycliste, avec le rêve, avec n'importe quoi, ou alors que ce soit de rentrer dans le cerveau d'un cochon. On se dit, ce genre de truc, ces espèces de petites fables, ce serait compliqué à imaginer de se lancer dans un long métrage avec un truc comme ça. On préfère essayer de réussir un film, mais qui soit un peu plus court, mais on a vraiment pris du plaisir à raconter ces histoires, que d'essayer de tirer le truc pour en faire un supposé long métrage. Donc on est vraiment très, très à l'aise à ce niveau-là avec des 26 minutes, et je veux dire qu'on aime vraiment beaucoup ce format-là. Ouais. Direct les DVD que je parlais. Alors là, vous entendez Pascal en train de parler. Il y a eu, c'est intéressant, donc merci pour cette interview de Pataro Aubier. Ce qui est bien, c'est que vous avez eu 2 débats intéressants, un plutôt sur la critique, j'ai l'impression, je sais pas comment, et un sur l'édition DVD en plein milieu donc de ça. Donc après, moi j'ai déjà entendu celle de l'interview de Pataro Aubier, donc ça va entre Pataro Aubier, mais voilà, ça serait toujours intéressant vraiment d'avoir un micro. Ça serait impossible, puisque ce qui est dit hors micro ne pourrait pas être dit en micro. On voit, là vous voyez pas, mais il y a et Pascal, et Marie-Pauline, et Francis qui baissent les yeux en disant pam pam pam. Et je ne vous dirai pas trop, parce que moi j'étais dans un autre débat sur l'édition DVD, mais voilà, en tout cas c'est toujours assez passionnant. Donc Bulle de rêve, partons, toujours sur, bien sûr, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, qui a fêté ses 40 ans, il y a pas longtemps. Et comme je le dis, je le répéterai tout le temps, la seule radio au monde qui peut se permettre de faire 2 heures sur le cinéma d'animation tous les mois. Je suis même pas sûr que je vois pas qui pourrait se permettre ça. Donc merci beaucoup toujours à Radio Libertaire. On parlait de liberté un peu à un moment donné. On a encore cette possibilité là. Pataro Aubier, donc dont on espère voir normalement les grandes vacances devraient sortir en novembre, normalement sur France Télévisions, parce que quand vous êtes avec des critiques, ça c'est quelque chose qu'il faut le savoir, ils voient tout à l'avance. Donc en fait, la date de sortie les intéresse, mais souvent c'est tellement loin que c'est un peu « Ah, tu parles de quoi là ? Ah oui, c'est vrai, mais je l'ai vu il y a 3 mois, donc je ne m'en souviens plus, etc. » Francis Gavel adore faire ça, je vous dis un petit truc. Et donc, normalement en novembre, puisque les grandes vacances, moi je ne l'ai pas vu, je ne sais pas qui, Pascal, donc tu l'avais vu en salle. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a vu, pas encore, hein, le film. Moi je suis comme le public, monsieur Huneau. Donc... En tout cas, voilà, Pataro Aubier, revoyez le long métrage, on en parlait un tout petit peu, c'est vraiment un super long métrage, très, très mal vu, même si ils en parlent eux-mêmes en se disant « Oh, on aime un peu moins ou quoi », je reste persuadé que ça reste un des grands longs métrages qu'on a vu, complètement non-sensique, avec des changements complètement différents, des choses drôles, mais des choses aussi un petit peu plus, un peu pas tristes, mais en tout cas un peu plus sérieuses, on va dire, à l'intérieur, et c'est vraiment un très très beau long aussi, regardez-le. Allez, on va écouter le deuxième morceau que nous propose Pataro Aubier, et là le titre va plus loin. Tout à l'heure c'était Du sang du singe, là LSD for the Holy Man, donc LSD pour l'homme sacré, et le titre du groupe s'appelle La Muerte. Pascal. Oui, en fait c'est un groupe de rock metal alternatif belge pour le coup. C'est un groupe qui existe depuis 1983, qui comme plein de groupes a splitté plusieurs fois, mais finalement ils restent toujours actifs, ils se réunissent, ils aiment bien bosser ensemble. Donc là on les entend eux aussi comme La Jungle dans Les Grandes Vacances. Ce titre est un extrait de leur dernier album qui est sorti en 2018 et qui s'intitule tout simplement La Muerte, et voilà, je vous invite à écouter un nouveau morceau de rock. Ok, on écoute Ariel, donc ça va être maintenant tu dois mieux suivre que moi, le 5. En tout cas, il fait 3 minutes. On écoute. Bulle de rêve, toujours. Ah, j'adore ces moments de suspension. On se dit, est-ce que ça va être dit ou ça va pas être dit ? Désolé, mais on est vraiment par rapport à ça. Ok. Donc, Francis vient de me dire il vient de me montrer un SMS nous disant qu'en fait, son pressing était prêt.
Ça a été l'émission commence à devenir un peu n'importe quoi. Si on faisait ça dans l'émission de Francis, je vous dis même pas. Putain, maintenant qu'il doit Tu se peux le réveiller, faire dans les nuits. maintenant qu'ils se réveillent à 10h du matin, qu'est-ce que je raconte, à 5h du matin pour faire leur émission à 9h30, ça va, ça se passe bien l'émission? Très très bien. Bon. Très très bien. Allez, on va écouter donc la première partie d'interview. Je tiens à le préciser vraiment, c'est une discussion entre moi et Gilles Cuvelier. Comme je vous l'ai dit, à un moment donné, on a la chance. Je suppose que, j'espère, ça arrive aux personnes qui sont autour de la table aussi qui font ça. On arrive de temps à autre. On connaît beaucoup de monde à force d'interroger des gens, de faire des interviews avec des gens. Et puis de temps à autre, il y a un miracle qui se passe ou juste quelque chose. Et donc on devient amis avec des fois des gens. C'est mon cas avec Gilles Cuvelier. C'était vraiment donc il y a quelques personnes comme ça. Et en fait, l'idée, c'est que je vous vois, Marie-Pauline et Francis en train de faire plein de gestes. Et l'idée a été à un moment donné. Alors, je vous le dis, ce n'est pas une. Enfin voilà, je n'ai pas raconté quelque chose d'exceptionnel à l'écran. Je me suis complètement perdu dans mon tapis moi-même. Un truc, c'est qu'en fait, je voulais vous dire, évidemment, donc on est amis, mais c'est tout. Puisque en fait, j'allais vous raconter qu'en fait, les grands making-of, mais les grands making-of que moi j'ai pu voir et qui m'ont impressionné sont par exemple le making-of de Shining, fait par la femme de Kubrick, le making-of d'Apocalypse Now, fait par la femme de Coppola, fait par la femme d'Apocalypse Now. C'est n'importe quoi et ça a fait rire. Francis Gavin fait par la femme d'Apocalypse Now, et Pascal est mort de rire sur cette blague. J'avoue que alors là, ça commence à devenir n'importe quoi. Et non, mais ce qui m'a toujours gêné, c'est que souvent, en effet, les making-of qu'on pouvait voir justement des fois sur les DVD ou les making-of qu'on pouvait voir sont faits après, voire même des fois, quand c'est pour le DVD, et heureusement pas tout le temps, sont faits au moment où on sort le DVD parce que ça n'a pas été fait avant et qu'évidemment il y a du temps qui a passé. Les gens et en fait on n'a pas tout ce qui est complexe et ces moments de création qui sont des fois douloureux, qui sont compliqués parce que finalement on se pose des questions par rapport à ça. Et c'est ce qu'on a tenté de faire. Donc j'espère que ça sera intéressant. Vous allez voir, c'est très, on parle comme si on était pas en discussion totalement, mais on était autour de sa table de cuisine pour tout vous dire. Et on s'est vraiment, il y avait vraiment l'idée, je connais Gilles Cuvelier depuis un bout de temps, et c'était parler à bâton rompu de son nouveau film. Donc, on écoute cette première partie d'interview donc avec Gilles Cuvelier, qui nous parle de Petit Cogneur, donc qui doit être le morceau ensuite qui fait 23 minutes. Ariel, merci beaucoup. Je viens de voir, tu viens de me faire le grand honneur de montrer la première version du film. On va faire sur un truc on va partir sur quelque chose de très simple. On est le 19 février. Tu te souviens quand est-ce que tu as commencé le film? De manière concrète, technique. En juillet. Juillet. Donc on est quoi? On a 6 mois. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, 7 mois. T'en es où? J'ai fini l'animation. Le musicien commence à travailler sur le montage, là, dans les prochains jours. Et maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est le clean, la mise au propre de toutes les animations. Parce que j'ai tout fait tout seul jusqu'à aujourd'hui. C'était voulu? C'était voulu. Ouais, c'était voulu. J'avais jamais fait. J'ai toujours bossé en équipe sur les films, et il y avait un petit fantasme un peu de l'œuvre totalement personnelle. Je voulais même faire la musique au départ, que j'aurais bien faite finalement, mais le temps fait que j'en ai pas assez en fait de temps justement pour le faire et pour le rendre à temps. Et puis finalement d'apporter quand même musicalement quelque chose en plus, un autre regard, ça peut être, je pense, un bien pour le film. Est-ce que le confinement a aidé, ou est-ce que c'est l'histoire, on en parlera très très peu, on en parlera un petit peu, qui est personnelle? C'est pour ça que tu voulais le faire tout seul, ou c'est aussi parce que d'un seul coup tu te retrouves... Non, je voulais le faire avant qu'il y ait cette histoire de confinement. Dès le début, je me suis dit que j'allais faire toute l'animation seul. Sur le précédent, j'avais fait quasiment tout seul au niveau de l'animation, et à peu près 80% du film. Et là, je vous ai dit, il reste 20% à faire, je peux le faire. Et puis comme le sujet m'était très personnel, de devoir expliquer à un ou des animateurs ce que je veux, c'était peut-être même une perte de temps. Là, je savais directement ce que je voulais faire, donc j'allais directement au but, donc c'était plus facile à gérer. On n'est pas dans une idée de contrôle fric. Tu veux absolument, c'est juste que là tu ressentais l'importance, comme tu dis,
Oui, non, d'aller parce que jusqu'au bout de la démarche, quoi. Non, je suis pas un contrôle freak, c'est-à-dire que je laisse beaucoup de liberté en général avec les gens avec qui je travaille. Avec les gens avec qui je travaille, je dis pardon, il y a la pensée ouverte. Ça arrive, on discute, on est des courants d'air. Ah voilà, dans une discussion. Je laisse pas mal de liberté. Enfin, j'aime bien que les gens m'apportent aussi leur propre expérience, leur propre vision de la chose, quoi. Donc, mais là, pour ce film en particulier, c'était vraiment un besoin de contrôler malgré tout, quand même, quasiment tous les aspects du film. Il reste combien de temps de travail à ton avis ? Alors, je suis censé le finir d'ici juin, je pense que c'est possible. En tout cas, l'image. Maintenant, pour le son, ça va dépendre un peu. Là, avec la pandémie et tout ça, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des échéances précises. Voilà, ça. Pourquoi plus difficile de se voir avec le musicien, enfin. Alors, le musicien, les studios son, les ingé-sons aussi. Enfin bon, c'est beaucoup plus compliqué à organiser que d'habitude. Donc, tant que j'étais seul, bon, ça allait. Maintenant que j'ai commencé à travailler, là, je vais quand même avoir l'aide de techniciens là dans 2-3 semaines, qui vont m'aider pour des choses. Pour cleaner, comme tu disais, pourquoi pas pour cleaner, le clean je fais aussi seul, donc, mais pour scanner, mettre en couleur et faire des exports, enfin, toute technique, quoi. Toujours au studio de train-train, je suppose. Toujours au studio de train-train, effectivement. Ok, je veux savoir si tu partais ailleurs ou d'un seul coup, non, c'est... non, les États-Unis n'ont pas encore appelé, donc... Ça ne saurait tarder. Oh, bah, bien sûr. Donc oui, pardon, je t'ai coupé avec mes bêtises. Donc le scan, enfin tout ça, donc tu as quand même des gens qui vont venir. Voilà, sur la fin, effectivement, je vais avoir de l'aide sur des boulots un peu plus... le scan ou les exports et tout ça, mais ils sont payés, hein, donc... Oui, j'imagine. C'est rébarbatif, c'est pas le côté le plus fun. Non, alors les gens qui vont le faire sont contents parce qu'ils peuvent écouter des podcasts en même temps, ils peuvent écouter de la radio, et en fait ça les détend même. Parce que là ils sortent aussi de films un peu compliqués, et en fait de faire une tâche assez qui ne demande pas trop d'investissement intellectuel, ça leur va très bien de bosser pendant un mois ou deux comme ça, quoi. C'est intéressant parce que c'est vrai que des fois on peut être marqué par les films sur lesquels on bosse. Vous avez être en train de bosser sur Flea, Souvenir, le dernier Encas d'Amiens qui est aussi politique, c'est que des films politiques. On en parlait l'autre jour hors micro, mais ça peut être éprouvant. Alors je dis pas que ton film, on va en parler, est pas émotionnel ou etc. Mais en tout cas évidemment là on n'est pas dans un contexte international comme ça dur et comme ces films-là. Ah non, là je suis revenu sur un film très très égocentrique en fait, très tourné vers moi. Dans le sens où je raconte une histoire personnelle, mais je la raconte d'une manière qui n'est pas forcément académique. On va revenir après là-dessus. Mais sur des films de guerre, est-ce qu'à un moment donné, justement peut-être aussi, tu peux partir sur autre chose? Oui, voilà, c'est ça. J'en peux plus de films de guerre. Non pas que c'est pas intéressant, non, on a eu la chance de travailler sur des films vachement intéressants là ces derniers mois. Des films peu politiques, engagés quand même dans plusieurs domaines. Là, tu parlais de Souvenir, donc sur la guerre d'Algérie, le film de Bastien Dubois, Flea, le film de Jonas Poe Rasmussen qui lui parle de l'exil d'un Afghan qui va se découvrir homosexuel. Voilà, donc dans les années 80-90, donc des sujets quand même assez lourds et assez forts. Très ancrés dans la réalité, qui sont autobiographiques pour les deux d'ailleurs. Donc là, après le film, par exemple le film d'Encas d'Amiens, lui va parler aussi de choses très concrètes, très actuelles, mais d'une façon tellement décalée que je ne le mets pas dans le même registre du tout. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le cinéma du réel, c'est-à-dire qu'elle part vraiment dans quelque chose de très, très surréaliste en fait. Mais sinon, on avait aussi travaillé sur un autre film, pareil sur une migrante qui devait être un pilote de série qui est devenu un court-métrage. On a eu beaucoup de... On a d'autres films qui arrivent aussi, qui parlent de ce sujet-là. Donc moi, j'avais envie vraiment de faire autre chose. Moi-même, dans mon précédent film, j'avais parlé, même de façon un
disons, en faisant un pas de côté quand même. Ouais, quand même. J'avais parlé quand même de sujets d'actualité dans Full Time Job. Voilà, là j'avais envie de revenir sur plus, on va dire, si par rapport à mes films, plus vers quelque chose qui s'apparente à Chahut dans le sens plus poétique, quoi. C'est rigolo parce que donc moi j'ai la chance de voir cette première version. Tu dis égocentrique et à la fois c'est la première fois que tu fais un film. On va pas trop dévoiler. On est en plein milieu, on en parlera, on va mais sur un groupe, il y a un héros entre guillemets. En tout cas, il y a un personnage qui est un peu au-dessus, mais il y a pas. Et c'est presque la première fois parce que finalement Chahut on a un personnage, Love Patate on a aussi un personnage par rapport au monde. Et Full Time Job aussi quelque part, même s'il y a la famille derrière Full Time Job, mais on est quand même centré là-dessus. Et j'ai toujours l'impression qu'on est aussi sur quelqu'un qui est perdu, ou en tout cas qui se pose plein de questions sur le monde, qui est un peu perdu dans ce monde, dans ces 3 films. Alors voilà, je sais pas si c'est moins, mais tu vois, il y a cette idée-là quand même, mine de rien. Mais là en faisant le dernier, j'ai l'impression de refaire toujours le même film en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, je me rends compte en faisant, mais je dis, mais j'ai déjà fait ça. Enfin, j'ai déjà abordé cette notion-là, Ouais, mais tu fais sous un angle différent. Mais je me rends pas compte quand j'écris. Ouais, c'est ça. Je me rends compte quand je fais le film et quand je commence à voir le film se monter devant mes yeux et à ce moment-là, je me dis mais en fait voilà, on est obsessionnel en fait au final sans même le vouloir. J'ai l'impression de faire des films très différents à chaque fois. Je pense qu'ils le sont quand même. J'ai changé de genre plusieurs fois. Non mais là, pardon, excuse-moi, mais là je le trouve justement très différent. Enfin, je trouve qu'il a les mêmes thématiques, mais là on n'est plus justement, même si ça peut paraître pas énorme, mais c'est quand même énorme. On n'est plus sur, encore une fois, un personnage. On est sur un groupe de personnages, alors qu'avant on était sur quand même quasiment qu'un seul personnage. Oui, avant on suivait toujours un personnage en fait, qui évoluait dans un univers. Là, on pourrait pas dire vraiment de qui on parle. On parle d'un groupe, effectivement. On peut dire qu'on parle du groupe famille, en fait, de l'entité de la famille. De ma famille, donc vu que c'est quand même autobiographique. Et donc le titre voilà, pourrait faire penser qu'on parle que d'un personnage en particulier, que d'un membre de la famille, mais au final, je dirais que c'est les parents qui sont le plus en retrait. Mais les 2 enfants sont quand même au cœur quand même du récit. Là c'est vraiment un film qui traite du groupe et de la famille, effectivement. Et pourquoi, alors que tu es sur un personnage seul qui des fois en plus pas te ressemble, mais dans Chahut il y a un petit côté quand même, c'est pas toi, mais voilà, qui pourrait te ressembler un peu. Moi dans Love Patate quand même. Ouais. Full Time Job quand même, ça pourrait être un peu, alors à une forme différente, tu vois, mais en tout cas moi il y a cette idée moi qui te connais quand même un peu, tu vois, d'être aussi un peu qui. Oui, tu sais que j'aime me balader nu dans les bois. Complètement. Donc voilà, pour moi c'était une évidence totale. Pourquoi là, ce film c'était un moment donné important pour toi, c'est quelque chose, je sais pas, je vais dire des bêtises parce que t'as pas encore, c'est une fin de cycle, t'étais obligé de faire ça, ou au contraire c'est un nouveau cycle, tu vas partir? Non, il y a aucune notion d'obligation, c'est-à-dire que c'est juste une notion de, je vais pas dire de besoin, mais d'envie en fait. Ouais. C'est un moment, quand je pense à des idées de films, j'en ai pas 40 en tête en fait. J'en ai 1 ou 2 en général et jamais plus. 3 maximum quoi. Mais j'ai pas 40 idées de films. Tu notes pas plein de choses, non? Non, je note jamais rien. Je note même mon scénario, je l'écris que le jour où je dois faire un dossier en fait. Je ne note rien avant. Je le fais dans la foulée. Parce qu'il faut rendre un dossier. Mais par contre, j'y pense tout le temps. Donc c'est ça, c'est-à-dire que t'es obsessionnel par contre dans ta tête? Oui, j'y pense la nuit, ça m'empêche de dormir parce que j'ai des idées. Mais je ne note rien. Bon, pour l'instant, ça va, mon cerveau fonctionne encore actuellement. Peut-être qu'il va falloir commencer à penser à prendre des notes aussi pour pas oublier certaines choses. Mais j'ai besoin de vivre avec le projet de façon très interne en fait. Donc je dessine pas, j'écris pas, mais j'y pense. Voilà. C'est quelque chose qui me. Et si j'y ai pensé suffisamment longtemps, alors je me dis bon bah là, si au bout d'un mois, j'ai oublié le sujet et puis ça m'intéresse plus, je laisse tomber. Si 1 an après, le sujet est encore là et que je l'ai nourri par d'autres idées qui se sont venues se greffer au fur et à mesure des semaines et des mois, là, je dis là, ça vaut peut-être le coup que je l'écrive. Et ça veut dire que c'est quoi? C'est une idée d'un personnage, une idée d'un sujet, c'est une idée d'un lieu, c'est une idée, ça peut être différent à chaque fois, c'est... Oui, les premiers films, c'était plutôt en général, c'est toujours venu par
un dessin d'un personnage en général. Une vague idée, peut-être, mais c'était souvent d'avoir un personnage. On dit, tiens, c'est marrant, ou un dessin, voilà. Là, non, c'est la première fois où je pars vraiment d'une situation de scénario, quoi. Enfin, on va dire que je pars plutôt cette fois-ci de l'idée et de l'idée abstraite et non pas graphique, quoi. Enfin, de l'idée intellectuelle mais pas graphique. Tu l'as dit, tu parles de ta famille, c'est compliqué de vivre avec les personnages tous les jours que tu mets dans ton film? Alors, ça dépend ce que tu leur fais subir dans le film, en fait. Tu peux te venger, effectivement, mais non, parce que je fais vraiment la part des choses. Ça m'a pas gêné de bosser. Bon, c'était le confinement, donc j'étais en télétravail. Ça fait 1 an là que je suis en télétravail. J'avais commencé à être en télétravail avant le début de mon film. Mais j'avais envie de toute façon de rester en télétravail. Enfin, donc ça s'est bien goupillé finalement. Et donc j'ai vécu tout le début du film dans cette période de début de pandémie, de confinement, et avec les personnes qui sont dans mon film, effectivement. Donc ça peut paraître compliqué, mais en fait non, c'était bien, en fait. C'est pas des moments où tu te dis je suis en train de faire, faut pas que j'arrête ce film, enfin pourquoi je fais ce film-là? Mais à chaque film c'est pareil. C'est pas une question de sujet. J'en parlais encore hier, j'ai changé des mails avec Nicolas Ligori, un réalisateur, et il me demandait où j'en étais, et je lui dis écoute, là j'en suis exactement au point où je trouve le film totalement inintéressant. Et où je me dis à quoi bon, pourquoi je fais ça? Ça va intéresser personne, c'est totalement nul. Le film, là à l'heure actuelle, fait à peu près 13-14 minutes. J'ai l'impression qu'il en dure 3 quand je le vois. Enfin voilà. Donc non, c'est un passage vraiment obligé à un moment de trouver ça nul, en fait. Enfin, je comprends pas comment on peut tenir sur des aussi grandes durées. Enfin là, ça fait pas 1 an, mais et en plus la chose assez différente par rapport à mes autres films, je montre assez peu mon travail de toute façon. Je produis moi-même, donc même si c'est Richard Vandelmoum, le producteur, le gérant et le producteur de la société Papy 3D, mais il me laisse totalement faire, en fait. Il a vu le dossier, bien sûr, il a vu de quoi ça parlait, mais il n'est pas du tout intervenu sur quoi que ce soit. Et les chaînes, pardon, excuse-moi, mais la chaîne, t'es coproduit, c'est un film coproduit par Arte, pas acheté, un coproduit par Arte. Ouais. La chaîne t'as laissé faire aussi, c'était, je peux le dire, on a dit qu'on faisait ça de trucs. Moi, j'ai parlé à un moment donné avec Hélène Dessières, qui pour elle, c'était un coup de cœur visiblement très fort sur ton film. Ça a continué comme ça, c'est-à-dire qu'elle t'a laissé faire, ou alors, on connaît Hélène Dessières, des fois, elle retouche pas mal ou des choses comme ça. Elle n'a pas encore vu le montage, en fait. Tu l'as vu avant elle. Il faut que je l'envoie demain à Hélène d'Arte, à Hélène Dessières. Donc, maintenant, peut-être qu'elle va pas du tout aimer ce que j'ai fait, ou me donner quelques retouches, ou me dire non, ça va, c'est ok. Et ça, entre le dossier, pour être préparé entre le dossier et là, demain, ce qu'elle va recevoir. Alors, il n'y a rien eu. Non. T'as fait là, c'est vraiment. Non, alors normalement, il y a des étapes de validation qui sont, elles sont pas nombreuses, mais en animation, on fait des animatiques normalement. Donc l'animatique, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le storyboard du film, monté, sonorisé si possible, et timé, voilà. Donc c'est une sorte. On comprend un peu le rythme du film. C'est un brouillon du film. Voilà, c'est là où on commence à voir les notions de timing d'un film. Et qui en anime est super important, voilà. Souvent parce que évidemment on peut pas tourner 25 000 scènes et on voit après, quoi. Voilà, ça sert à gagner du temps, à éviter de faire des plans pour rien. Voilà. Moi, sur mes films, depuis, ça a commencé sur Love Patate, mais je ne travaille plus du tout comme ça, en fait. Donc j'avais prévenu que je ne fournirais pas d'animatique. C'était dans le dossier, pas que pour Arte, mais dans le dossier général, pour le CNC, pour la région Nord-Pas-de-Calais, Hauts-de-France. Et voilà que ma méthode est un peu différente. Elle va plus s'apparenter à quelqu'un qui fait un film un peu en animation plus expérimental. Sauf que moi, je suis dans le narratif.
Donc je fais un film narratif, mais je ne veux pas utiliser les outils traditionnels où on prévoit tout, où tout est calé dès l'animatique. Voilà. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles je ne bosse pas comme ça. La première, c'est que j'ai peur de m'ennuyer quand je fais un film. Ok. Donc, la meilleure manière de moins m'ennuyer, parce que c'est quand même très répétitif, c'est long, c'est de ne pas savoir où je vais en fait. Donc... Ouais, en fait, tu disais alors, quand tu dis pas savoir où, tu sais quand même plus ou moins où tu vas, non ? Il y a vraiment des moments donnés où t'as remis en question, c'est intéressant, où t'as remis en question complètement le film. Tu t'es dit, finalement, c'est pas du tout ce plan-là que je veux faire, ou des choses comme ça, pendant le tournage. J'avais des idées de plans avant de commencer. Ouais. Bien sûr. Maintenant, je me laisse guider. Je fonctionne vraiment comme ça. J'ai une idée vague de la durée du film. Je savais que ça ferait pas moins de 12 minutes. J'ai tendance à sous-estimer en fait le temps de mes films. Et à la fin, ils sont plus longs que ce que j'avais prévu. Ouais. Donc là, j'avais déjà prévu que ce serait pas un film de 8 minutes, c'était sûr. J'avais dépassé les 10. Le dernier faisait 16 minutes, un peu plus de 16 minutes. Là, je savais qu'on serait minimum à 12 minutes. Et là, on est à peu près à 13 minutes sans générique, quoi. Donc, pour une fois, je suis resté assez proche de mes estimations. Et aussi de l'idée que s'en faisait Arte, au niveau de Hélène Bessières, qui m'a dit oui, non, 12 minutes, ça me paraît bien pour ton texte, ton scénario. Juste, pardon, c'est compliqué de... C'est peut-être une question un peu bête et naïve, mais c'est compliqué de faire confiance à son instinct, parce que là, dans tout ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'il y a un côté... Parce que tu vois des films pendant ce temps-là, toi-même t'évolues, enfin tu penses à autre chose, donc c'est-à-dire que tu peux très bien avoir une idée quand même, donc même si tu gardes, on l'a compris, la même idée, mais d'un seul coup, tu peux, au niveau de la mise en scène, je sais qu'à un moment donné, tu m'en parlais, tu me disais, putain, je pense que je vais être un peu plus expérimental, finalement là, parce que t'as commencé à faire des essais, des choses comme ça. Ouais, mais c'est facile d'un seul coup, c'est ça, où il y a toujours ces doutes qui mettent en place, ou non, quand t'es dans le tournage, c'est allez, je me fais confiance et on verra bien par la suite. Je me fais assez confiance. Ouais. Je doute, mais j'ai confiance en moi. Je pense pas être non plus un imposteur. Je me sens quand même à ma place. Ça n'empêche pas d'avoir des doutes. Donc, et de douter des choix, de douter du concept même du film, même de son utilité. Mais ça n'empêche rien. Mais quelle était ta question? On peut revenir sur... T'en étais sur l'animatique, en fait. Tu revenais sur l'animatique. Tu disais que l'animatique, pour toi, c'était un moment où tu avais peur de t'ennuyer aussi dans les films. Je t'ai un peu coupé, j'avoue. Oui, c'est ça. On a un peu digressé. Et donc, donc, je ne fais pas d'animatique. Je me lance directement, on va dire, dans ce qu'on appelle... on va dire une première version animée très rough du film. Donc, je me lance dans l'animation, en fait, tout de suite. Donc, avec les outils qu'on a maintenant, c'est assez simple. On peut tout de suite voir nos animations. Voilà. Donc, je fais l'animation, en fait. Et chose aussi qu'on fait rarement, je bosse dans l'ordre chronologique. Voilà. Okay. Donc, alors pourquoi Toujours ou pour celui-ci particulièrement? Pour celui-ci et le précédent. D'accord. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'animatique. Alors là, j'ai 3 séquences très distinctes dans le film qui se déroulent à 3 époques différentes. Et donc j'aurais pu bosser la séquence du milieu d'abord et ensuite revenir. Mais j'ai voulu vraiment partir du plan 1 et finir. Et j'ai fini il y a quelques jours le dernier plan du film, quoi. Ça ne m'empêche pas de revenir maintenant sur quelques plans et de corriger, d'améliorer si j'estime que c'est nécessaire. Mais donc oui, pas d'animatique et je bosse dans l'ordre. Le film, pardon, le fait que ça soit un film aussi sur une évolution, il y a une évolution dans le film. Ça joue aussi le fait d'un seul coup, même si tu l'as fait pour Full Time Job, donc c'est pas forcément sur ce film-là, mais je sais pas, est-ce que ça permet d'avoir, parce que c'est toujours aussi l'un des problèmes, comme tu l'as dit, on se pose toujours la question de comment on fait pour garder l'énergie. Dans un film de prise de vue continue, c'est évident, mais dans un film d'anime, souvent seul ou à peu, d'être chez soi, de travailler, tu l'as dit quand même, depuis 7 mois sur le même. Est-ce que c'est ça aussi, cette idée de finalement presque être surpris par ce que tu vas faire après? Oui, moi j'en ai besoin. J'en ai besoin. J'étais plus lent que d'habitude aussi sur ce film.
Je pense que le sujet étant très, très personnel, j'ai peur de mal m'y prendre et de mal l'aborder, donc je vais beaucoup plus prudemment que d'habitude quand je mets en scène. Pas pour l'animation reste comme je fais habituellement, j'ai pas spécialement de soucis sur l'animation, mais sur la mise en scène, sur les choix de cadrage, mes intentions, qu'est-ce que je veux dire. Là, des fois, je pouvais rester un jour ou deux sur le même plan, juste à être sûr que c'était bien celui-là que je voulais, quoi. Moi, fan de ces derniers films, et voilà. Donc là, on est en truc, et donc vous avez compris. Alors qu'en plus, c'est moi qui regarde et c'est moi qui continue à parler. Donc là, je suis vraiment complètement bulle de rêve sur Radio Libertaire 89.4 ou sur Internet, ou peut-être en replay. Vous les écoutez à un autre moment, en tout cas, voilà. Bulle de rêve, je vous rappelle, donc on est avec la Gilles Cuvelier qui nous parle de son film. Ce que j'aimerais, tant pis, on va avoir le temps. Ce que j'aimerais, c'est que tu passes le morceau qui fait 1 minute. Il y a un petit morceau qui fait 1 minute. Tu peux nous passer juste, c'est Gilles Cuvelier, il y a quelques jours, pas très loin d'ici, le film est terminé, et je lui ai demandé sa réaction. Une fois que le film est terminé, c'est vraiment très court. Gilles, on est dans la rue, il y a plein de bruit autour de nous, mais on vient de sortir de la première, enfin, l'étalonnage est fait. Alors, qu'est-ce que tu ressens ? C'est quoi le sentiment ? Ça fait du bien. Non, ça fait du bien. J'ai hâte de passer à autre chose, surtout maintenant. Et non, c'est toujours étrange. On ne peut plus voir le film à la fin. Là, c'était très dur ce matin de le revoir encore pendant 4 heures à la suite, image par image, quasiment, tout ça. Mais c'est bon, c'est fini. Maintenant, je vais le laisser partir, quoi. De le donner à un public maintenant, à d'autres personnes qui vont le regarder. C'est une histoire, on peut le dire, assez personnelle, on l'a déjà dit. Ça fait quoi ? Je pourrais dire ça quand je l'aurais montré déjà aux personnes concernées directement, qui l'ont pas vu, qui savent pas trop de quoi ça parle. Et puis quand tu auras les premières projections, quoi, ou les premiers publics, quoi. Mais là, pour l'instant, c'est très, très vague, très flou, très incertain. Excusez-nous, donc voilà, donc c'était Gilles. On va terminer. Gilles nous a fait un beau cadeau, Cuvelier nous a fait un beau cadeau. Vous allez entendre la musique de Lucas Vermand. J'espère que je prononce bien, que c'est le générique final. Ça va nous servir de générique pour son film Petit Cogneur, qui est un film très tendre. Je vous en parle pas trop. J'ai la chance de le voir, mais en tout cas, on en reparlera bien évidemment ici. Merci beaucoup à tout le monde. Et donc, le coffret Koji Yamamura et Skene. Je vais le prononcer comme ça pour pas prononcer, mais voilà, qui sort donc. Allez, en novembre. Merci beaucoup d'être venu. Merci à tout le monde. On se retrouve le 20 novembre avec Chloé Maslow pour la prochaine émission. Et donc, on écoute pour notre générique final, le générique final de Petit Cogneur. Merci beaucoup, Ariel, pour cette semaine. Et donc, à très vite. Bye bye.